Vous avez été avec nous tout au long de l'année 2020. Vous êtes encore là. Nous sommes en 2021. Meilleurs vœux pour la nouvelle année. Santé et paix pour vous et pour vos proches. Heureuse année 2021, très chers téléspectateurs. C'est Hebdo, édition du dimanche 3 janvier 2020. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. 31 décembre 2020, le chef de l'État a prononcé son traditionnel discours pour entamer la nouvelle année. En une vingtaine de minutes, plusieurs sujets ont été abordés. Crise sanitaire Covid, crise sécuritaire, politique, économie, et c'est exactement en suivant cet ordre, c'est-à-dire crise sanitaire, crise sécuritaire, politique et économie, qu'avec les invités, nous allons analyser et commenter cet autre discours de Paul Biya. Donc ce sera avec Denis Kobo, vous êtes journaliste. Bonjour et merci d'être là ce dimanche. Merci Léla, c'est un réel plaisir d'être là en début d'année pour parler de l'actualité et faire valoir aussi nos opinions de temps en temps. Et j'espère que cette année sera moins violente que 2020. Violence verbale ou bien violence dans le nord-ouest ou le sud-ouest? De quel type de violence la violence dans le nord-ouest est la conséquence de la violence qui s'est installée des discours. C'est la violence des discours. Le drame, c'est que, vous avez dit dès le départ, tout le monde compte les mots, mais à 90%, c'est la responsabilité des personnes connues. Il y en a qui étaient régulièrement sur ce plateau. Et j'ai toujours dit qu'il n'y a qu'au Cameroun où on peut organiser ce type de cycle, où des gens qui sont antipatriotiques, des gens qui sont contre leur propre pays, se baladent sur les antennes de radio et de télé de leur propre pays pour parler, et je crois que ça ne se passe pas ailleurs comme ça. Rapidement, Denis Kobo, comment est-ce que vous appréciez la mesure présidentielle harmonisant l'âge de départ à la retraite au Cameroun? Je crois que j'ai lu ce qui a été dit par beaucoup d'acteurs qui n'ont rien à voir avec cette mesure. C'était une demande pressante des fonctionnaires et c'était une demande de justice. Maintenant, il y a les rapports de travail et les contraintes économiques qu'il faut mettre en place, qu'il faut mettre ensemble pour discuter de ce type de questions. Il ne s'agit pas de donner une opinion pour ou contre, mais c'est quand même blessant à la limite que dans un pays qui a son indépendance depuis 60 ans, les gens sont obligés d'écrire. On a des gens qui ont écrit au président de la République, les gens qui se sont fait aider même par des marabouts pour obtenir une rallonge de 2 ans ou 3 pour continuer de travailler. Ça veut dire que le travail au Cameroun est même criminalisant. C'est un travail qui déshumanise certains parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont au travail. Dans une société de production, le travail a une fonction. Le travail est matériel, on peut le qualifier, on peut le quantifier. Et c'est quand même curieux de voir des gens qui, après 55 ans, n'est-ce pas, sont obligés de pleurer pour continuer de travailler. L'idéal pour moi je suis syndicaliste, les travailleurs en lutte dans le monde entier se sont toujours battus pour la limitation du nombre d'heures de travail, la diminution du nombre d'heures de travail, la diminution même du nombre d'années qu'on passe à travailler. C'est ce que les gens font ailleurs. Donc, notre société, parce qu'elle a peut-être cessé de penser dès le départ, voit des gens qui se battent tous les jours pour ne jamais, on peut dire pour ne jamais aller à la retraite. Pourquoi? Parce que... Qu'est-ce que ça cache justement? Ça cache le fait que le travail est un repos pour eux. Le travail est un repos. Nous tous, quand on nous bat dans la... Puisqu'on parle de la fonction publique, ça veut dire que le travail, c'est le repos des fonctionnaires au Cameroun? Pourquoi est-ce que les gens parlent tant de la fonction publique? Je veux dire, la mesure concerne les fonctionnaires. Oui, alors, je n'ai jamais entendu jamais entendu les gens parler avec tant d'insistance des conditions de travail dans le privé. Il n'y a pas de travail dans le privé ou le travail dans le public dans l'absolu. Il y a le travail. Sauf que c'est un poste de travail pour être employé du privé ou alors employé du public. Mais la finalité, c'est quoi? C'est que le salaire et la rémunération de la force de travail. Cette force de travail peut être mise en exergue ou en branle dans un secteur comme dans un autre. S'il y a cristallisation et crispation sur la fonction publique, c'est que elle a été conçue par le colon comme le moyen d'intéresser quelques obligés. C'est-à-dire que c'était une faveur
et beaucoup de fonctionnaires pensent que travailler est une faveur. Travail n'est pas une faveur. En fait, quand quelqu'un qui est à côté de moi, qui travaille à l'université, quand il va au travail le matin, ce n'est pas une faveur. J'insiste sur la fonction publique, un lieu de repos finalement au Cameroun. Non, c'est trop facile de dire ça comme ça. J'ai entendu, quand ce jeune homme a été nommé à l'université, vous avez vu qu'il y a eu tollé général. Parce que c'est une faveur. Mais non, je n'ai pas entendu Meka sortir des secondes pour dire que ce n'est pas une faveur. Si on vous recrute, si on vous nomme à un poste de responsabilité, c'est parce qu'on pense que vous pouvez donner quelque chose. Et en retour de ce que vous donnez, vous recevez aussi la contrepartie qui est le salaire. D'où vient-il donc on pense que si on a accordé aux fonctionnaires d'aller à la retraite à 60 ans, à tous les fonctionnaires d'aller à 60 ans, d'où vient-il donc que ce soit un cadeau de fin d'année ou un objet de temps de débat à puer. Il faut que chacun de nous, lorsqu'il y a des questions comme celle-là, rentre à la base pour analyser sans c'est que la mesure vient dans un environnement où, avec l'ensauvagement de la prise de parole, chaque fois qu'il y a un acte, chacun en dit quelque chose, surtout sans en tirer peut-être l'essentiel que tout le monde aimerait partager. Merci Denis Kobo. À côté de vous, on reçoit justement André Luther Meka. Il est enseignant, membre militant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour Monsieur Meka et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je suis fier de dire que je suis communicant du RDPC et je suis très fier de participer à cette émission. Vous savez Léla, quand vous m'avez invité, j'ai fait un peu la rétrospective de cette émission. Je me suis dit, il faudrait souhaiter bonne année à cet hebdo, c'est-à-dire que depuis Liliane Niatia, Adora Eboa et à vous, des belles femmes, nous avons parcouru ce temps-là et je voudrais saisir cette occasion pour cette belle femme intelligente de vous souhaiter bonne année. Merci et bonne année aux milliers de téléspectateurs de STV. Je voudrais aussi saluer un homme politique d'une clairvoyance actuelle, M. Célestin Djamène, qui est avec nous. Et donc, je pense que, on en parlait tout à l'heure, on priait beaucoup pour lui, pour qu'il ait cette clairvoyance. Parce que j'ai compris, en fait, parce que c'est une amitié de près de 15 ans, lorsque je suis stagiaire au Messager, c'est moi qu'on confie le parcours de Célestin Djamène en tant que candidat à la tête du SDF. Donc, c'est un homme politique que je connais beaucoup et qui a un sens républicain. Et j'espère qu'il va découvrir ce que j'ai découvert qu'il y a 15 ans, que les hommes politiques au Cameroun sont juste des sous-traitants. Et qui ne travaillent, certains hommes politiques sont que des sous-traitants et qui ne travaillent que pour leur cause. Et je crois qu'il va faire cette découverte comme une révélation. Merci André Luther Meka d'être avec nous. 2020 est désormais dans l'histoire. Pour vous, quel a été l'acteur majeur de cette année qui s'est achevée, si vous voulez? Mais bien évidemment, le président Paul Biya. Je le dis étant sincère. Qu'est-ce qu'il a posé comme acte fort en 2020? Je le dis étant sincère parce que à un certain moment, on a eu des craintes que le pays va tanguer. Parce que, comme vous le savez, il a dit dans son discours, on a effectivement des menaces externes qui s'implémentent au Cameroun à travers le septentrion et la crise du NOZO, du nord-ouest, du sud-ouest. Donc, à un certain moment, on a pensé qu'on pourrait être asphyxié. Asphyxié d'abord par le défi sécuritaire, qu'on pourrait être envahi par des crises, mais asphyxié sur le plan économique. Parce qu'effectivement, quand il y a la multiplication des crises sociopolitiques, effectivement, l'économie a un coût. Mais on n'a pas basculé. Les fonctionnaires sont payés, les activités sont en place. Avec la Covid-19, effectivement, tout est resté en place. Je suis d'autant plus frappé... Le mérite lui revient ou bien à l'ensemble des Camerounais et à son Le mérite revient d'abord au guide, celui-là qui guide la nation et qui sait manier avec les équilibres et les atouts et même les faiblesses que le Cameroun a. Je suis d'autant plus impressionné par le président de la République du fait qu'il a réglé un certain nombre de problèmes avec tact et sagesse. D'abord, le problème des délégués du gouvernement. Vous savez très bien que cela causait problème, ces délégués du gouvernement qui étaient nommés et dont on pensait qu'ils ne se rendaient compte qu'à Yaoundé. Il a, à travers, n'est-ce pas, un processus démocratique, fait en sorte que... Prévu? Oui, tout à fait. Fait en sorte... dire qu'il ne s'agissait que de l'appliquer. Oui, mais il y a eu un grand dialogue. Il y a eu un grand dialogue qui a implémenté tout cela et il s'est approprié cela. Il y a eu l'élection des maires et il y a eu l'élection, n'est-ce pas, des présidents régionaux. Et je pense
que pour avoir cette mesure-là, avoir cette batterie d'indicateurs montre effectivement que c'est un président qui a la mesure du temps, qui a la mesure, n'est-ce pas, du processus et qui accorde au peuple camerounais, avec les Camerounais, n'est-ce pas, toute la vision démocratique qu'il faut au Cameroun. Je voudrais vous dire que lorsque je regarde autour de nous, en Afrique noire, nous sommes l'un des pays qui a un certain niveau de démocratie en termes de liberté de la parole et en termes d'instances politiques et de processus démocratiques dans le cadre, n'est-ce pas, de la décentralisation. Merci André Luther Meka d'être avec nous ce dimanche. En face, nous recevons Edmond Kuaté, il est économiste. Bonjour Monsieur Kuaté, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Leïla, bonjour à... Heureuse année 2020. Merci, mes vœux les meilleurs à tout le monde, à tout le panel déjà qui est avec nous en studio et puis à tous les téléspectateurs. Merci de me convier à cette première édition de l'année 2021. Nous souhaitons que 2021 donne à tous les Camerounais ce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'avoir en 2020 et que 2021 leur épargne tous les malheurs qu'ils ont connus en 2020 effectivement. Bref, que l'année 2021 soit une belle année. Est-ce que vous avez eu l'occasion de suivre les différents discours qui ont été faits par les différents présidents de partis au Cameroun, entre autres Cabral Libi, Maurice Kamto? Vous avez eu l'occasion de suivre ces discours? Disons que je n'ai pas suivi dans l'entièreté. J'ai pu prendre quelques séquences ça et là, du moins les parties qui me semblaient être les plus importantes, les points saillants de leur discours. C'est-à-dire, quand vous dites des parties les plus importantes, vous parlez de quel parti? Ben, écoutez, moi je pense que dans un discours, il y a toujours des points saillants. On peut parler de tout, on peut parler, n'est-ce pas, de l'actualité évidemment. Bon, mais je me suis beaucoup plus penché sur ce qui concernait la marche du pays sur le plan économique. Moi, c'est ce qui me concerne le plus. Le reste, pour moi, politique, je le suis aussi un peu, mais je ne suis pas trop pratiquant de la politique, en ce sens que j'estime que chez nous, ça se fait d'une certaine façon et non d'une façon certaine. Et donc, moi, je me suis beaucoup plus appesanti sur les séquences qui concernait votre domaine, justement. Lequel de ces discours se rapprochait un peu plus de la réalité camerounaise? Disons que non, je dirais pas se rapprocher de la réalité. Il y en a qui ont essayé tant bien que mal de chiffrer. Je crois que beaucoup ont péché, justement. Beaucoup ont péché sur cet aspect-là. Les discours étaient 80% politiques et puis 20% un peu d'économie. Du moins une vision qui est la leur de l'économie, un peu de bilan. Beaucoup ont fait le bilan, c'est-à-dire on dit ce qui s'est passé, mais peu ont donné des perspectives, une vision stratégique de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils pensent pour le pays. Donc voilà, beaucoup ont un peu péché de ce côté-là. Et ça traduit un peu, je vais dire, l'aspect global de notre pays. On est 80-90% politique au Cameroun et très moins économie chez nous. Vous pouvez même le voir à travers les débats que nous menons tous les jours. C'est beaucoup plus politique qu'économique quand même. Pourtant, c'est l'économie qui est susceptible de plus apporter au Cameroun que la politique, c'est ce que vous pensez? En principe, c'est ce qui devrait être. C'est ce qui devrait être parce que quoi que vous fassiez, si vous avez un pays qui se porte mal économiquement, cela va déteindre sur l'ensemble de la vie nationale. Je veux dire, sur le social, ça va déteindre, sur la politique, ça va déteindre. Vous pensez que c'est le cas en ce moment au Cameroun? Je pense que c'est le cas en ce moment au Cameroun. Il y a comme un problème, comme une crise politique. Les gens pensent que c'est une crise politique, mais en fait, c'est parce que les gens se portent très mal. Et lorsque les gens se portent mal, tu vois, on a tendance à croire que c'est la faute aux politiques, mais c'est davantage la faute, n'est-ce pas, aux acteurs qui devraient actionner sur les manettes pour que l'économie se porte mieux et pour que l'ensemble des citoyens se portent bien et parfois qu'ils oublient même un peu les politiques. Vous savez, quand on se porte bien dans une société, on a tendance à regarder vers le bas pour éviter de voir ce qui se passe en haut. Quand on regarde vers le bas, c'est parce qu'on se porte bien. Mais lorsqu'on tourne tous nos yeux vers le haut pour voir qu'est-ce qui ne va pas, c'est parce que économiquement, on se sent très mal. Merci Edmond Kuaté d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, on reçoit Célestin Djamène, c'est un homme politique. Bonjour Monsieur Djamène et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, bonjour à tous les téléspectateurs de cet hebdo. Je voulais dire bonne année à tous mes amis, tous ceux qui me regardent, tous les concitoyens, tous les compatriotes camerounais qui ont à cœur de voir un changement plus positif dans ce pays, qui ont à cœur de célébrer encore et toujours les grandes valeurs de la République, parce qu'il faut bien rappeler aux personnes que quand on est en désaccord sur tout,
il y a une seule chose qui nous réunit, c'est la patrie et la République. Maintenant, je voudrais aussi dire, saluer tous mes amis qui sont passés ici sur cet hebdo, en commençant par M. Caparan à l'époque. Je me rappelle très bien qu'à l'époque, il y avait une émission, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de table ronde, il y avait des canapés, on s'assied. En 2005, ma première émission avec Caparan, Arrêté Coué, etc. Il y a eu Dora et Bois que Luther a cité, il y a eu également Léla, entre autres des intérimaires comme Narcisse Moto, et puis je salue le grand pivot d'Epita Tongo. Donc, je crois que c'est les gens avec qui ont... très souvent Eric toujours derrière, Eric Gando. Voilà, bon, que j'oublie les noms, mais bon, en tout cas, je voulais leur souhaiter de très belles années qui viennent, en particulier celles-ci qui commencent. Je leur souhaite tous mes vœux, n'est-ce pas, de santé surtout, des vœux de bonheur, de succès, bien sûr, dans tous les domaines. Donc, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui et merci de m'avoir invité encore une fois. Alors, vous étiez récemment dans le Septentrion, rencontre avec les populations, en prélude au lancement de votre parti politique, je crois. Oui. Bon, à quel niveau est-ce que vous êtes et comment ça s'est passé dans le Septentrion? Bien, écoutez, j'ai été sollicité par des jeunes Camerounais de l'Adamawa, donc de Ngaoundéré, qui m'ont sollicité avec insistance, il faut bien le dire, qu'ils avaient suivi mes sorties à l'occasion de ma démission du MRC, et qu'ils ont pris acte de la nouvelle dynamique que j'avais posée, que j'avais mis en place, et qu'ils souhaiteraient m'entendre davantage, donc m'écouter. J'ai dit, écoutez, je suis un homme politique, un homme public, donc j'ai le devoir d'entendre ceux qui m'invitent, les jeunes notamment, pour écouter ce que j'ai à leur dire, et aussi échanger sur leurs préoccupations. Donc c'est dans cet esprit-là que j'ai pris la décision de partir sans tarder, parce qu'en vérité, quand le fer est chaud, il faut le battre. Donc j'ai décidé d'aller écouter les jeunes Camerounais de la Damawa. Ils m'ont accueilli avec beaucoup de chaleur, beaucoup de convivialité, beaucoup de, j'allais dire, d'impatience, parce qu'ils avaient hâte quand même de réécouter ce que j'avais jeté comme pavé dans la masse, si j'ose dire, en termes de devenir politique, dans la sphère politique camerounaise. Donc je suis arrivé, ça s'est merveilleusement bien passé, j'ai passé un super week-end en Ngaoundéré. Les jeunes m'ont tenu jusqu'à la veillée de la nuit, jusqu'à la veillée au petit matin, dans mon hôtel, après le meeting que j'ai eu, n'est-ce pas, au stade de Burkina, du côté de la banlieue de Ngaoundéré, ils sont venus à mon hôtel, femmes comme hommes, je les ai accueillis, on a parlé, on a échangé sur beaucoup de sujets, et ils ont une seule préoccupation. Ils ne veulent plus des hommes politiques imposteurs, illusionnistes, prestidigitateurs et abuseurs. Donc je les ai écoutés. Je pense que le moment est venu pour que les hommes politiques se rendent encore plus crédibles dans l'espace politique, parce que les jeunes attendent de ça. On a tellement été abusés depuis maintenant 30 ans, n'est-ce pas, dans la vie politique camerounaise, des gens qui arrivaient comme un cheveu sur la soupe, qui disaient tout et n'importe quoi. Et puis les jeunes, au bout de 10-15 ans, se retrouvent embarqués dans un chemin qui n'était pas le leur. Donc ils se sont trompés de chemin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quelques images que j'ai envoyées, on a vu des jeunes qui se sont déshabillés, qui sont dévêtus de leur maillot, la tenue du MRC en particulier, et d'autres d'ailleurs du SDF, de l'AFP, de l'ADD, de Garda Manaji, et donc ils ont décidé de suivre la route que j'avais proposée. Donc je suis très ravi parce que ça veut dire que ma parole est quand même en fait, ils ont fait à défaut. Ce sont des partis détenus du MRC. Oui, il y en a beaucoup d'ailleurs. Ils ont dit par suivisme ou par conviction? Non, il n'y a pas de suivisme. C'est des gens extrêmement réfléchis qui ont pris la mesure de leurs envies, de leur, comment dirais-je, de leur devenir. Ils ont décidé en connaissance de cause de laisser tomber ce qui était comme un attrape-nigo, une espèce de piège. Ils en sont sortis, je les en remercie, parce que je suis résolu à montrer aux jeunes qu'on veut faire la politique avec beaucoup plus d'intégrité, beaucoup plus de droiture que ça. Donc je pense que mon discours est passé, je pense que j'ai été entendu et je pense que c'est en harmonie qu'on envisage l'avenir. Alors il retire cette tenue du MRC pour endosser désormais les tenues de votre formation politique Entendu, évidemment. Quand je parle de République, c'est évidemment tous les jeunes et les moins jeunes qui viennent de tous les horizons. Il faut ouvrir les portes. Le Cameroun a besoin de paix, pas seulement de paix, on va dire militaire, de paix dans la société. On a besoin de paix dans son cœur, dans son âme, d'être en osmose avec ce qu'on fait. Où est-ce que vous en êtes justement avec la création de votre formation politique? Écoutez, il y a déjà eu un dépôt légal, les statuts, le règlement intérieur, la déclaration sur l'honneur, la demande de légalisation ont été déposées dans le bureau de monsieur le ministre de tutelle. Et bien entendu, la loi dispose qu'au bout de 2-3 mois, si j'ai bonne mémoire, eh bien le ministre, s'il n'a pas réagi, on considère que le parti est immatriculé. Pour l'instant, j'ai des bonnes raisons de penser qu'il n'y a pas de problème et que mon parti sera, dans les semaines qui viennent, bien entendu, mis sur les fonds baptismaux. Bien entendu, il y aura
meeting de lancement qui sera fait. Et j'inviterai tous les Camerounais à communier lors de ce meeting de lancement pour marquer, n'est-ce pas, un tournant de la vie politique camerounaise. Alors, le Cameroun compte plus de 300 partis politiques. Quelle est la nécessité d'en créer un de plus? Je veux dire, quelle est la valeur ajoutée de votre formation politique sur le paysage politique camerounais? Bien, quand vous dites, Leïla, 300 partis politiques, vous êtes un peu statisticienne. C'est vrai qu'il y a 309 partis politiques. En vérité, il y en a 4 ou 5 qui existent réellement. Parce que dont les 600 autres, les 700 autres n'existent pas, si ce n'est sur le papier. Vous avez évidemment le RDPC, le parti au pouvoir. Vous avez le SDF, vous avez l'UPC, une partie en tout cas, parce qu'ils sont plusieurs. Vous avez, on va dire, le MRC, où il y a l'UNDP qui a fait une plateforme avec le gouvernement. Donc il y a quoi? Autres 5 partis. En tout cas, ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire que sur les 300 partis, en vérité, parlons que de 5 partis maximum. Et sur les 5, il y en a qui ne dépassent jamais la barre de 4 députés, de 4 sièges à l'Assemblée nationale. Donc ça veut donc dire qu'en réalité, il y a 2-3 partis qui jouent le jeu électoral au Cameroun, qui ont pignon sur rue au Cameroun. Donc, en vérité, il y a 3 partis politiques, ou 4 partis politiques pour être généreux. Et je crois que mon parti politique à venir sera, en 2025, la première force politique de l'opposition, si le RDPC reste bien entendu au pouvoir. Et je le dis à dessein parce qu'on va faire un travail sur le terrain. Et j'ai bon espoir que les jeunes m'entendront et que les Camerounais sauront qu'il y en a marre de petites chapelles partisanes. On sera un parti de rassemblement, un parti qui fait appel à tous les Camerounais et qui luttera férocement contre toute espèce de tribalisme. Nous ne supportons pas les discriminations de quelque nature que ce soit. Donc nous invitons les jeunes d'abord à se départir du logiciel de la tribu, pas en tant que culture. On est fiers de nos cultures, on est fiers de nos régions, parce que c'est ça qui fait la richesse africaine de ce Cameroun, de cette Afrique en miniature qu'est le Cameroun, ça c'est vrai. Mais ça doit rester dans le champ culturel. Dans le champ politique, on a besoin des idées qui font avancer les choses. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on demande d'un militant, rien d'autre. On ne veut pas savoir d'où vous venez, de quelle obédience vous êtes. On veut savoir les idées que vous faites valoir. On veut savoir ce que vous apportez comme contribution intellectuelle à l'évolution d'un parti politique. Alors vous parlez justement de travail sur le terrain. Que devient votre combat pour le changement du code électoral? Bien, mon combat, j'espère que c'est celui de tout le monde. Le code électoral n'est pas bon, disons la vérité. Il ne faut pas faire de griotisme, c'est un mauvais code, mais ce n'est pas une raison de ne pas aller aux élections. Pour donner une chance au Cameroun d'avoir un code électoral meilleur, réformé, consensuel, il faut prendre part aux élections. Comment voulez-vous défendre vos aspirations, vos revendications, si vous n'avez pas de représentants? Ni à l'Assemblée, ni dans les conseils municipaux, ni dans les Sénats, ni dans les conseils régionaux. C'est complètement stupide. Donc ce n'est pas au quartier qu'on va faire changer le code électoral. C'est bien dans les institutions républicaines, même si le code n'est pas bon, donnons-nous une chance de pouvoir faire partie dans ces assemblées nos représentants pour évidemment influer sur l'ordre du jour, qui fera que nous aurons à terme un code électoral. Donc arrêtons cette politique imbécile de boycott qui ne sert strictement à rien. Et d'ailleurs même quand vous lisez l'article 3 de la Constitution, les partis politiques concourent là à l'expression du suffrage. Donc c'est une quasi-obligation. Comment se fait-il que vous allez au MINAD pour vous faire immatriculer comme parti politique et vous estimez que non, il ne faut pas aller aux élections? Bien sûr, on n'est pas obligé d'y aller, c'est vrai, mais quelle est la logique? C'est un peu comme si un étudiant en médecine, au bout de 6-7 ans, refuse de devenir médecin. Il y a peut-être des raisons extraordinaires. Serez-vous toujours dans le MRC si le MRC est allé aux élections? Mais écoutez, je suis en train de vous dire que la politique, c'est aussi le bon sens, c'est aussi les pratiques. Si effectivement le MRC avait compris qu'ils avaient quelque chose à apporter au pays, il devait donc tenir compte que c'était le moment pour faire appliquer sa politique. En participant aux élections. Comment voulez-vous écrire un projet de société, un programme politique, si vous n'allez pas aux élections? Donc en fait, vous y serez toujours si le MSC est allé aux élections? Écoutez, la logique voudrait que si j'étais élu, s'il y avait eu élection en 2020, évidemment, si j'étais élu, je serais peut-être député au maire, peu importe. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, quand on a rédigé en tant que parti politique un programme politique, c'est bien pour le soumettre aux électeurs le moment venu. On ne peut pas rédiger un projet de société pour ne pas le faire valoir. Au moment venu, ça n'a pas de sens du tout. Alors, donc, mettez-le dans le tiroir, brûlez-le, déchirez-le, mais ça n'a pas de sens d'écrire un programme et ne pas participer aux élections. Donc, je pense que, et aujourd'hui, il est important que les Camerounais sachent qu'ils ont envie. Je ne peux pas comprendre qu'un militaire ne soit pas ambitieux. Je ne peux pas comprendre ça.
Un militant qui n'est pas ambitieux m'inquiète. Parce que vous n'êtes pas là que pour coller des affiches, vous êtes là pour participer à la vie de la nation. Si vous voulez changer la vie de vos frères dans votre quartier, dans votre commune, au niveau du pays, mais il faut aller défendre un programme politique lors des élections. Le contraire n'a aucun sens. Merci Ça n'a Célestin aucun Germain. sens. Allez-y, Denis Kobo. Bon, On va y aller rapidement. Merci surtout mon ami. Mais j'ai envie de dire un certain nombre de choses. Il y a des pays qui fonctionnent sans parti politique. Ça, c'est une chose. Il y a des pays qui n'ont pas de parti, qui fonctionnent sans parti politique. Et même sous monopartisme, la société camerounaise a évolué dans un sens positif. La société camerounaise s'est un peu transformée quand il y avait parti unique. Les luttes politiques ne se font pas uniquement dans le cadre des partis politiques. Les luttes politiques, et je sais que M. Kouaté a la déformation d'économiste, mais les luttes politiques ne valent que lorsque le mouvement social établit le rapport de force. C'est ça. Et j'ai voulu relever une contradiction dans ce que Célestin a dit en disant que l'expression des partis politiques n'a de sens que dans le positionnement politique. Ça n'a pas d'impact réel sur le mouvement social au Cameroun. Et tous les pays du monde sont structurés comme ça. Il y a des enseignants, il y a les avocats, il y a les étudiants, il y a les journalistes, il y a les commerçants grands et petits, il y a les hommes d'affaires. Ce sont les mouvements de ces corps sociaux-là qui créent des dynamiques pour transformer même la société politique. En 1990, lorsqu'on est passé du monopartisme au multipartisme, il n'y avait pas un parti politique. Donc, on ne peut pas évoluer les rapports de force, les rapports sociaux, le mouvement social. Monsieur Niamé parlait plutôt de la société politique. Ça, c'est généralement la minorité, l'infime minorité dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. La société politique, elle ne devrait rien représenter en termes de nombre, parce que c'est dans les corps sociaux qu'il faut aller chercher. Et justement, notre pays, plus de 60 ans, et 60 ans après son indépendance, a de grosses lacunes parce que tout ce que les Français nous ont laissé, c'est le bavardage. Politique. Bavardage politique, qui n'a aucune structure matérielle, c'est-à-dire sur... et quand j'ai regardé les programmes politiques, celui qui était censé faire le contrepoids au programme UPCiste, c'était justement pour le libéralisme communautaire, qui n'est pas tourné vers la politique politicienne, mais vers la politique sociale. La politique sociale, c'est quoi? C'est l'économie. Et cela dit, on ne peut pas donc évaluer les rapports de force politique aussi seulement. C'est les rapports institutionnels qui sont dans les partis politiques. Quand certains parlaient des partis, des 4 partis politiques. Non. Peut-être que notre pays, aujourd'hui, se porte mieux parce qu'il y a 300 partis politiques. C'est quand on est dans la surenchère, dans le clientélisme, dans le positionnement politicien qu'on pense que si vous avez un parti ouvrier quelque part qui travaille pour les ouvriers, il faut qu'il ait 7 députés. Il peut ne pas avoir 7 députés, mais travailler à la conscientisation du peuple travailleur. On peut avoir un parti paysan qui organise la paysannerie, qui organise les agriculteurs. Et on peut avoir un parti politique qui s'occupe... Non. C'est parce que notre politique au Cameroun est une politique pour qu'on ait une position politique. Vous terminez. Mais on peut avoir des partis politiques qui sont là pour éduquer les masses. Ils peuvent éduquer les partis politiques. Donc c'est pour ça qu'on a un multipartisme. Les grands partis, quand vous allez aux États-Unis, il y a des gens au Cameroun qui pensent qu'il y avait 2 candidats à l'élection présidentielle américaine. Il y en avait 4. Il n'y en avait pas 2. Et tout le monde... Non, c'est pas il n'y a pas de bipartisme aux États-Unis. Il y a plus de... Non, ce n'est pas de fait. Quand la loi camerounaise, en 1990, les gens sont battus et celui qui tenait les rênes du pouvoir a dit allons au multipartisme. C'est qu'il faut que ceux qui s'engagent en politique, et là je suis d'accord avec toi, il ne faut pas qu'on s'engage en politique seulement parce que il y en a qui s'engagent en politique ici parce qu'ils veulent être président de la République. Vous savez que la politique au Cameroun se passe toujours 6 mois avant l'élection présidentielle. C'est pour ça que le pays ne bouge pas. La politique, ce n'est pas seulement pour être président de la République. La politique, ce n'est pas seulement pour être maire ou député. Je n'ai pas aussi dit que la politique, c'est le syndicalisme. Ce n'est pas ce que je dis. Donc, si je dis que quand vous faites l'animation sociale,
contentez-vous de faire cette animation sociale sans prétendre être un grand parti national. Il y a des partis qui sont dans leur rôle, mais à condition qu'ils ne, contrairement à comme ton ancien parti, qui croit qu'il suffit seulement d'insulter tout le monde pour être le plus grand parti politique de Cameroun. Et il ne faut pas que toi, Célestin, un parti du pentecôtisme, tu effleures encore le pentecôtisme dans tes positions actuelles. Il faut que tu ailles dans le sens que tu as amorcé, à savoir qu'il y a l'expression démocratique au Cameroun, que chacun soit modeste dans l'espace qui est le sien. On peut avoir un député, on peut ne pas en avoir, mais il faut reconnaître, si sur le champ institutionnel, il faut reconnaître que celui qui a la majorité au Parlement est devant vous, celui qui a gagné l'élection présidentielle, c'est lui qui dirige, et il y en a qui peuvent se contenter de faire de l'animation à condition qu'il y reste. Allez-y, André Luther Meka. Oui, je voudrais trancher net dans ce débat d'école. Vous savez, M. Denis Kobo est un UPCiste, et donc il a une vision marxiste, n'est-ce pas, de la société. C'est-à-dire, lorsqu'il déclare que les luttes politiques ne valent que lorsqu'on établit les rapports de force, c'est du marxiste. C'est-à-dire un marxisme qui permet en sorte que le rapport de force soit établi par rapport à la lutte des classes. Et il est allé plus loin en disant que c'est chaque corps social qui doit construire, n'est-ce pas, ses bagarres pour établir le rapport de force. Mais je coupe net en disant qu'il n'a pas compris Célestin Djamène. Parce que quand Célestin quand Célestin Djamène parle, non, parce que cher ami Denis, vous voulez diluer la participation et l'impact des partis politiques dans la vie sociale. Non. En démontrant que certains d'autres corps sociaux peuvent participer effectivement à l'impactation du changement de la société. Je vous ai bien compris. Mais je suis en train de vous dire que les partis politiques participent de la conquête du pouvoir. Et je m'arrête à ce niveau. Dans le cadre de la conquête du pouvoir, est-ce que ces partis politiques travaillent nécessairement pour la conquête du pouvoir, pour la culture politique, l'amélioration des conditions de vie des Camerounais? C'est ça le débat. Et dans ce débat-là, il a eu une révélation. Il a eu une révélation dans son parti parce qu'il a constaté que ce parti a d'abord annulé l'un des éléments fondamentaux de la politique, c'est-à-dire la conquête du pouvoir. Et c'est à dessein, Célestin. C'est à dessein, et je l'ai dit, parce qu'il y a des gens égocentriques qui ne voudraient qu'on parle uniquement d'eux et qui ne voudraient pas qu'il y ait d'autres élévations politiques qui peuvent peser dans l'échiquier politique. Je voudrais également conclure. Oui, je voudrais également conclure en disant que cette révélation politique amène, n'est-ce pas, un homme politique éveillé à trouver une autre voie, un autre son de cloche. Et j'allais dire, la construction lexicale du grand frère Djamène est extrêmement révélatrice. Il parle d'abuseurs, il parle de tribalisme, et il parle, n'est-ce pas, d'une mauvaise vision des personnes qui ne savent pas que la politique, c'est la conquête du pouvoir. Et on arrive aux conséquences. C'est que autant les gens sont abusés, autant les partis politiques se multiplient. Parce qu'effectivement, les gens cherchent à reconstruire la vision politique et en évitant ceux qui ont d'autres partis politiques. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui à Célestin Djamène et aux autres, c'est de venir dans le RDPC. Pourquoi je vous le dis? Parce qu'effectivement, le RDPC est le seul parti qui a compris cela et a fait en sorte que la constitution des militants devienne une mosaïque multiculturelle où chacun dans son espace culturel s'émancipe et peut, n'est-ce pas, développer son parti politique et, et la vision politique dans le cadre, n'est-ce pas, de son champ. Je vais conclure en disant que dans sa méditation politique, il arrivera certainement à se poser un certain nombre de questions, à se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas un grand parti national comme le RDPC, où on devrait, nous tous, apporter des intelligences et pouvoir améliorer un certain nombre de choses de l'intérieur. On revient au parti unique alors. Je remercie mon ami Luther pour ses amabilités. Et je dois dire que c'est un ami de plus de 15 ans aujourd'hui. Vous savez qu'on peut être ami sans être une même bord politique. Justement, je compte amener dans mon futur parti beaucoup de militants du RDPC. D'accord, mais pas rejoindre le RDPC. Évidemment non. Rien ne m'empêchait évidemment depuis des lustres d'adhérer au RDPC, d'autant plus qu'il y avait certains avantages. Comprenez donc que je œuvrerai, je suis très sérieux,
pour essayer... Pourquoi vous n'y êtes pas, le RDPC? Mais parce que, justement, d'abord, c'est un parti politique comme les autres. Peut-être pas comme les autres, mais en tout cas, c'est un parti politique. Et parce que mon option n'était pas portée sur leur idéologie, sur leur statut, etc. Donc, j'ai fait mes choix. Vous savez que j'étais au SDF, où j'ai passé plus de 22 ans. J'ai passé un peu plus de 2 ans au MRC. Et aujourd'hui, il y a une troisième colonne. Cette troisième colonne, c'est celle des filles et des fils du pays qui pensent d'abord que le Cameroun est au-dessus des partis politiques. Un parti politique, c'est quoi? C'est d'abord une voiture, c'est un véhicule qui vous conduit à bon port. Le port, c'est le Cameroun. Tout simplement. Est-ce qu'au RDPC, je ne crois pas qu'il y a ça au RDPC. C'est pour ça d'ailleurs que si c'était ça mes valeurs, j'aurais adhéré des plus belles lurettes. Donc, il y a beaucoup de personnes frustrées au RDPC. Ils viendront sûrement chez moi. Soyez-en s'assurer. Je veux dire qu'aujourd'hui, les Camerounais en ont marre. Après 30 ans d'opposition, que personne n'ait eu l'idée de faire un bilan. Et quand bien même il y aurait eu un bilan, ce bilan, c'est un échec patent. Si on n'a pas l'humilité, Leïla, de reconnaître ses erreurs, si on n'a pas l'intelligence de tirer des leçons de ses erreurs, et si on n'a pas la maturité politique, parce que beaucoup gigotent, mais ils n'ont pas la maturité politique, si on n'a pas cette maturité politique de corriger ses erreurs, on ne peut pas avancer. On doit aller de l'avant. Ça suppose qu'on doit pouvoir, quand on a passé 30 ans dans l'opposition, poser ses valises. Regardez derrière sur le chemin qu'on a parcouru. Quelles sont les erreurs? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pourquoi ça n'a pas marché? Et ensuite, trouver le bon angle. Ce n'est pas ce qui est fait. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, d'auto-invitation, il y a beaucoup d'amuseurs en politique. Et ça fout la pagaille. On a besoin des hommes politiques qui sachent se restreindre un moment, écouter, entendre ceux qui ont un peu d'expérience pour pouvoir en profiter. Alors, pour sortir de ce débat avec M. Edmond Kuaté, j'aimerais interroger avec vous justement cette pluralité de partis politiques au Cameroun, ce foisonnement de partis politiques. Je le disais, on a plus de 300 partis politiques aujourd'hui. Avec celui de Saint-Germain qui arrive, ça fera 310 partis politiques. Selon vous, c'est dû à quoi? Non, écoutez, je l'ai souvent dit que le Cameroun, c'est ce patient qui va mourir, non pas de ses douleurs réelles, mais le Cameroun, c'est ce patient qui va mourir à force de désillusion, de désespoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez un malade et qui voit défiler à son chevet plusieurs charlatans, chacun ayant un espace prévalant d'avoir le remède miracle qui va venir, n'est-ce pas, le relever de son lit de malade, et qui à chaque fois brille également par, n'est-ce pas, je vais dire, une désillusion supplémentaire. Et donc, si dans un parti comme le Cameroun, où je crois, suivant le dernier recensement, nous sommes en 2005, il y a 25 millions de Camerounais, je crois qu'on s'en tient à ça. Vous avez 300 partis politiques, ça veut dire que si vous faites le ratio, je ne sais pas c'est combien de membres par parti politique, je crois que c'est un peu de trop. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas véritablement un chapelle qui a réussi à cristalliser une idéologie qui puisse être fédérateur, qui puisse rassembler les Camerounais. Parce que en réalité, il s'agit de quoi? Il s'agit de pouvoir bâtir une certaine idéologie qui rassemble les Camerounais et qui les porte vers une certaine destination. Il n'y a qu'une seule destination, c'est la construction nationale. C'est tout, il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire que si il y a 1000 partis politiques, chacun vous prêchera le même discours. Le discours, c'est le même, c'est-à-dire nous voulons construire une nation. Mais alors si on a 300 partis politiques avec le même discours et qu'on continue avec cette désaffection politique... 295 sont inconnus, hein. Oui, 300. Bon, mais quand même, ils existent sur le plan légal, ils existent. Et c'est ça mon problème également. C'est ça mon problème également, parce que lorsque vous dites 300 partis politiques, c'est bien beau, mais sauf que lorsque viennent les moments de s'exprimer valablement sur le terrain, on a à peine 5 ou 10 partis politiques. Parfois, il y a des partis qui sont, n'est-ce pas, confinés dans une certaine région. C'est pour ça qu'on peut ne pas les connaître. Parfois, j'entends, c'est pendant les élections que j'entends qu'il y a un parti dans telle région. Je dis à M. Kuaté, puis c'est lui qui a la parole. M. Kuaté, depuis 1992, on n'a jamais dépassé 3,5 millions d'électeurs dans ce pays sur 25 millions d'habitants. Il ne faut pas seulement prendre 25 partis pour 300 partis pour 25 millions, mais prenez 310 partis politiques pour 3,5 millions d'électeurs. On n'a jamais dépassé ce nombre d'électeurs. Vous terminez, M. Kuaté. Et donc, justement, je devais justement en arriver pour dire qu'au jour d'aujourd'hui,
Force est de constater que, n'est-ce pas, le nombre d'électeurs n'a jamais dépassé la barre de 7,5 millions. Je crois qu'on n'a jamais pu atteindre 8 millions d'électeurs inscrits, régulièrement inscrits sur le fichier. Et que par exemple, lors de la dernière élection de la présidentielle 2018, je ne sais pas si on a atteint 4 millions d'électeurs, je crois que c'était à peine. On était à peu près à 3 millions 5. Donc si on peut même aller à questionner la légitimité réelle même de nos élus, parce que s'il faut aller voir que il y a eu 3 millions d'électeurs dans un pays où on est quand même à 25 millions, où je crois que la majorité est de 20 ans. 20 ans, où on a 70%, n'est-ce pas, qui ont dépassé l'âge de 18 ans, qui ont atteint l'âge de 20 ans, c'est-à-dire la classe jeune, et qu'on n'ait que 7 millions d'inscrits pour 3 millions qui se lèvent véritablement pour aller s'exprimer. Je crois que cela pourrait nous amener à questionner véritablement la légitimité de tous ceux qui nous gouvernent. Alors, en une vingtaine de minutes, le 31 décembre, le chef de l'État s'est une fois encore adressé aux Camerounais, passant en revue plusieurs thématiques. On va commencer par vous, Denis Kwebo. Globalement, tout d'abord, comment est-ce que vous analysez ce discours de Paul Biya? Voilà, je dis que peut-être qu'il faut faire la différence entre l'opinion que les uns et les autres peuvent avoir de ce que dit le président et de l'analyse qu'on devait avoir de ce qu'il dit. C'est deux choses différentes et on a souvent eu ce problème-là à confondre ce que nous pensons avec un examen minutieux de ce qui a été dit. Lorsque j'ai écouté le discours, j'ai l'impression qu'il était construit pour les besoins de la cause. C'est-à-dire c'est qu'il a pesé ses mots. Je me suis rendu compte qu'il a pesé ses mots sur chaque pan. Et je ne sais pas si vous l'avez suivi avec moi. Le président est allé jusqu'à évoquer les causes humaines de ce que vous appelez la pandémie du Covid-19. J'ai rarement entendu un chef d'État à travers le monde faire cette allusion-là de façon officielle. De façon officielle, le président j'ai cru entendre que des manipulations humaines peuvent produire ce nombre de choses. C'est ce qui m'a marqué dans ce discours. Donc le président a été positivement provocateur. Et moi, comme tous ceux qui sont en lutte, il arrive qu'on retienne des choses comme ça. J'ai trouvé aussi que le président a été très complaisant vis-à-vis des criminels internes. Le président n'a pas dénoncé, il a dénoncé ces pays étrangers qui abritent des gens qui sont en insurrection, on n'a pas dit en opposition, qui sont en insurrection ouverte, qui financent les rébellions au Cameroun. Il devait quand même faire état de ce qu'on a des Camerounais connus qui participent à la surenchère pour que le pays soit instable. Donc lui qui ne les a pas suffisamment dénoncés. Et je ne sais pas pourquoi il y a eu cette omission. Le président également n'a pas été ferme dans sa dénonciation vis-à-vis de ces pays étrangers-là qui abritent. Moi, j'ai eu à discuter plusieurs fois avec des diplomates. Et il se trouve que de façon extraordinaire, le Cameroun n'a pas listé ceux de nos compatriotes qui financent la rébellion ou les rébellions et l'insurrection, les identifier, les inculper, peut les juger par contumace. Ça n'a pas été fait. Et dans ce cas-là, je me demande comment est-ce que les puissants et les pays étrangers doivent nous aider. C'est le Cameroun, en tant qu'État souverain qui a une justice, devait pouvoir identifier les criminels, les traduire devant les juridictions, même s'ils ne sont pas là, parce qu'on ne peut pas forcer, on ne peut pas aller les arracher de force dans l'État. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de collaboration lorsque la justice, n'est-ce pas, n'est pas allée jusqu'au bout. Mais de toute façon, il dit qu'il a été provocateur en évoquant indirectement les causes humaines. Complaisant et puis... Quand il dit complaisant, c'est pas, je veux dire que je ne voudrais pas réduire son discours à moins que ce qu'il a été. Je veux dire qu'il aurait pu être plus fort dans la dénonciation. Parce que le mal dont nous souffrons aujourd'hui, c'est l'agression dont on est victime aux frontières, une agression qui n'est pas seulement nationale, une agression qui est éminemment internationale. Parce que pour la première fois, on voit des pays dits démocratiques abriter des Camerounais, des citoyens d'un pays qui sont en rébellion ouverte, qui agissent, qui financent. On aura l'occasion de revenir justement. On aura justement l'occasion de revenir sur cette question.
Célestin Djamène, quels sont selon vous les points forts de ce discours, du discours prononcé le 31 décembre par Paul Bien. Biya? Moi, j'ai écouté ce discours comme tous les Camerounais, parce que on écoute d'abord le chef de l'État, c'est lui qui est aux affaires, c'est lui qui prend des mesures, c'est lui qui annonce ces nouvelles mesures. Donc je crois que de tous les acteurs qui ont parlé, c'est le président de la République qu'on écoute, parce que c'est lui qui est aux affaires. Alors, j'ai, à mon sens, marqué 4 points saillants qui ont émaillé ce discours. On va commencer par l'économie. J'ai été plus ou moins en désaccord avec lui, parce qu'en vérité, on parle de la DSCE, c'est le document stratégique de la croissance et de l'emploi. Et là-dessus, on a vu que parallèlement à cette DSCE, il y avait beaucoup de plans spéciaux qui étaient mis en place. Plan spécial jeunes, plan spécial pour les catastrophes, plan spécial de ceci. Donc ça fait beaucoup de plans spéciaux qui annihilent du même coup, finalement, ce document stratégique qui devait être le plan directeur, la boussole de l'économie camerounaise. En plus, le président évoque un taux de croissance à 4%, avec une projection sur 8%, on ne sait pas dans quel horizon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on était déjà il y a 10 ans à 4,5%. On a reculé quasiment d'un centième. Vous voyez? Donc là, il y a un problème au niveau de l'économie. C'est-à-dire que, en fait, le taux de croissance peine à atteindre les 5%. Alors de là à parler de 8%, je crois qu'il faut un peu de bémol. Sur le plan économique. Maintenant, tout le monde a bien vu qu'il a commencé son discours par, on va dire, la pandémie. On connaît, je dis que sur les 3 autres plans, chacun, même un opposant, pourrait tenir le discours que le président a tenu. La pandémie, c'est quoi? Ça touche tout le monde. Il a rappelé les mesures barrières, ce qui est tout à fait normal. Il a parlé de la dévotion des acteurs du secteur hospitalier, les médecins, les infirmiers, etc. Et tout le monde a pu remarquer que ces gens-là, il y en a des médecins qui sont morts d'ailleurs dans le cours de leur métier. Donc je salue leur mémoire à travers cet écran. Et donc il a rappelé, donc c'est des mesures que tout le monde peut apprécier, peut constater. Il l'a dit, il n'y a pas de polémique à avoir là-dessus. Le deuxième point, à mon avis, c'est le rappel des crises sécuritaires. Vous l'avez rappelé, crise sécuritaire, c'est-à-dire qu'il y a évidemment, et pour la première fois j'ai apprécié, il a parlé de la crise à la frontière orientale. Parce que jusqu'ici, on parlait beaucoup plus de l'extrême nord, Boko Haram, des attaques plus ou moins saccadées de Boko Haram, et aussi aujourd'hui du Nozo. Bon, là, il y a une troisième crise qui vient s'y ajouter, le président l'a rappelé l'autre jour, et parle de la crise à la frontière orientale, donc à l'est du pays. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui est lancé entre la frontière du Cameroun et de la Centrafrique, qui s'appelle le MLC, lancé par un général tchadien, qui aurait des intérêts en Centrafrique, mais qui aurait pour finalité de déstabiliser le Cameroun. Alors, il doit aussi comprendre quelque chose. Donc, c'est un chef-d'œuvre d'incongruité. Comment est-ce qu'un général tchadien, à la retraite, condamné au Tchad, peut-il lancer un mouvement ayant pour but de renverser l'État camerounais et partir de Centrafrique? Je n'y comprends absolument rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, moi je pense qu'il faut le dire ici, la France n'est pas notre ami. Il faut le dire. La France n'est pas notre ami. Parce que tous ces mouvements-là, initiés depuis Bangui ou la Centrafrique, n'est-ce pas, qui a pour finalité de toucher le pays le plus puissant du golfe de Guinée, eh bien, il faut bien dire la réalité. La France finance ce genre-là. On a vu aujourd'hui que la Centrafrique a été obligée de s'allier un temps soit peu à la Russie pour essayer de calmer les velléités prédatrices de la France. Si la Russie n'était pas là aujourd'hui, si elle n'est pas d'accord en 2017 entre la Grande-Bretagne, entre la Russie et la Centrafrique, droit des rails, il est clair aujourd'hui, la France aurait continué son œuvre malsaine de colonisation. Donc, moi je finis en disant que sur le plan simplement de la politique, bon, on a parlé de la deuxième fusée, le deuxième étage de la fusée de la décentralisation, qui est ce conseil régional mis en place. Ça arrive trop tard, peu importe, c'est arrivé quand même. Donc aujourd'hui, il faut voir si ces conseils régionaux auront suffisamment de coups de franche pour défendre ce qui leur revient, c'est-à-dire qu'un petit peu une certaine efficacité des régions, parce qu'on en a besoin. Et si ces régions, je pense, étaient mises en place beaucoup plus tôt, je pense qu'on aurait pu éviter la crise anglophone aujourd'hui. Donc il y a tout ça qui ont été révélés, je crois que ce n'est pas une révélation, tout opposant aurait pu le dire, mais je souhaite que la politique soit la bonne politique pratique, du terrain, plutôt que dans les discours. André Luther-Meka, le chef de l'État, a donc rempli son devoir régalien de fin d'année, il s'est exprimé, mais qu'est-ce qu'il a dit concrètement de nouveau? Non, je voudrais d'abord dire que le président Biya est actuel. Et son discours avait un certain nombre d'informations importantes. D'abord, commençons par l'économie. Le président Biya nous annonce qu'il y a eu un certain nombre de crises économiques.
notamment des crises sociopolitiques aussi, Boko Haram et autres, qui ont entraîné l'érosion de la croissance avec la Covid-19. Et il a dit qu'au regard, n'est-ce pas, des objectifs, on a pu faire un diagnostic. Le DSCE est devenu caduc et il nous propose la stratégie nationale de développement, option 2030. Et cela, il nous Je veux dit... dire, jusqu'ici, bon nombre de Camerounais le savaient déjà, parce que le ministre Alamine Ousmane Meh a lancé justement ce programme, je crois que c'était en novembre, ou bien, et sur les crises, ça on les connaît déjà, que ce soit dans le nord de la... Je veux dire, qu'est-ce qu'il a dit de nouveau? Non, ce que je veux dire, c'est que M. N'Djamena a dit que sur le plan économique, il n'était pas satisfait. Je suis en train de lui dire que le président a donné un certain nombre d'éléments qui ont participé à ce qui est érosion de la croissance. Il a proposé la stratégie nationale de développement, option 2030, tout en fixant le cap, c'est-à-dire que nous devons faire en sorte que l'économie soit transformée à travers la qualité de la dépense, l'opportunité de la dépense, qui peut nous permettre, n'est-ce pas, d'atterrir à 8% de croissance. Je crois que c'est important de le dire. Ce qui est aussi important de dire dans le discours du chef de l'État, c'est que le chef de l'État nous donne deux informations capitales sur le plan international de la Covid-19. Il nous annonce qu'il y aura des nouvelles souches en ce qui concerne le virus et qu'il est important, n'est-ce pas, de pouvoir renforcer les mesures barrières. Il ne nous les annonce pas. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand il y a beaucoup de choses qui se disent sur le plan scientifique, dans les réseaux sociaux, mais quand un chef de l'État le dit, cela a force de loi. C'est-à-dire que c'est plus crédible que lorsque vous le lisez dans les réseaux sociaux. Et il nous donne encore une autre information, même s'il le dit de façon avec une question oratoire. Il nous dit qu'il y a une sorte d'expérimentation des armes nouvelles, génératrices de maladies et de massacres pour exploitation des ressources de la planète. Il le dit carrément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette déclaration est extrêmement importante, qui nous démontre effectivement qu'il y a des manipulations dans les laboratoires. Moi, je croyais, à mon sens, que c'était pour diminuer la population, mais lui dit que c'est pour l'exploitation des ressources. Et à ce niveau-là, on se pose des questions. Est-ce que ces nouveaux vaccins qui sont envoyés en Afrique, est-ce que cette maladie ne sont pas des stratégies de contrainte pour pouvoir, n'est-ce pas, piller nos ressources, pour pouvoir, n'est-ce pas, nous assimiler pour l'exploitation de notre richesse? Je crois que le président Paul Biya... Encore que même si c'est le cas, ce serait de son ressort de dire non. Oui, encore qu'il est important de m'écouter pour à la fin, sinon on ne va pas mieux s'entendre. Donc, ces deux informations participent effectivement du fait que le chef de l'État est informé par rapport à la cause mondiale. Et ça participe de la responsabilité sociétale des pays forts. Et je crois que j'ai vu là un président qui est souverainiste et qui est protecteur, n'est-ce pas, de ses populations et qui donne, je crois, l'orientation à toute l'Afrique. Je voudrais conclure en disant que le président Biya a également fait le listing de toutes les avancées que nous avons eues comme construction de la démocratie. L'élection des maires, des conseillers municipaux, l'élection des sénateurs qui ont été renouvelés, l'élection des régionales. Et il a dit devant tous les Camerounais que même dans les pays occidentaux, ils sont passés par ces étapes, parfois par les dictatures, parfois dans les guerres, pendant des siècles. Et en moins, n'est-ce pas, de 50 ans, nous avons fait des progrès tout à fait louables. Et je pense que beaucoup de Camerounais ne le savent pas, en moins de 50 ans, nous avons fait ce que les autres ont fait en plusieurs siècles. Parce qu'il faut le dire, les régionales, M. N'Djamena qui a vécu en France, c'est à partir de 1982. Décentralisation en 1982. Donc, c'est récent. Donc, il est important donc, de louer ces efforts-là. Et le président Biya nous a donné raison. Il nous a donné raison dans le sens où nous avons toujours pensé que M. Kamto, qui est un opposant de mauvaise aloi, a toujours voulu prendre le pouvoir
On y reviendra. On y reviendra. Je sais pas quand avec les j'évoque militants. ça. Je sais pas quand j'évoque ça. On y reviendra. On y revient parce qu'on n'a pas de militants. Ok. On n'a pas de militants. s'il faut faire des débats, ça m'engage. Vous êtes journaliste de formation, André Luther Meka, donc vous pouvez très bien. Ça vous comprenez. Je suis certaine que vous comprenez très bien la position. Bon. Voilà, je suis. Non, il comprend très bien la position qui est la mienne parce qu'il est journaliste également de formation. Edmond Kuaté, j'aimerais avec vous qu'on revienne un tout petit peu sur la forme du président que beaucoup ont critiqué. Comment est-ce que vous avez trouvé le président Paul Biya le 31 décembre? Bah écoutez, je l'ai trouvé égal à lui-même déjà. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire le bilan, parce que c'est aussi ça le discours des chefs de l'État à la fin de l'année, c'est-à-dire faire le bilan, dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis annoncer les perspectives. Sauf que je ne l'ai pas trouvé... je ne l'ai pas trouvé très disserte sur l'annonce des perspectives. Il a fait le bilan, il a commencé par la pandémie, je veux dire, c'est ça qui marque un peu le contexte, pas seulement intramuros, mais extramuros aussi, le monde entier est marqué par cette pandémie de Covid-19. Mais sauf que il a omis quelque chose, moi, qui m'a particulièrement marqué. Il a certes félicité les médecins, le corps médical, les infirmiers et tous ceux qui ont œuvré, mais j'aurais bien voulu qu'il dise un mot à l'endroit de la pharmacopée traditionnelle qui, il faut le dire, a été d'une grande contribution pour, n'est-ce pas, contenir, pour juguler un peu, n'est-ce pas, on sait ce que Cléda a fait, on sait avant Cléda, beaucoup d'autres personnes. Je connais beaucoup de personnes qui ont présenté les symptômes de cette maladie-là et qui, au travers des petites potions localement concoctées, ont pu retrouver la santé. Donc je crois qu'il aurait dit un mot, non pas seulement pour les féliciter, mais pour les amener, pour les pousser à agir davantage, à aller plus loin dans les recherches, parce que je crois que la Covid-19 est un peu venue nous montrer aujourd'hui les limites. C'est-à-dire que la médecine conventionnelle étale davantage ses limites parce que même le vaccin aujourd'hui qui est préconisé comme la solution miracle est très contesté, pas seulement chez nous en Afrique, mais même, je vais dire, en Occident, c'est très contesté. Et que même aujourd'hui, tous les experts du domaine ne sont pas capables de nous dire qu'effectivement ce vaccin-là va contenir, va arrêter la propagation de la maladie. Et donc je pense que nous, en Afrique, pas seulement au Cameroun, mais en Afrique, où on prédisait l'hécatombe, où on prédisait des choses horribles, nous avons réussi à gérer, on a réussi à gérer cette histoire-là, et je vais bien dire que c'est avec une très forte contribution de la pharmacopée, et donc j'aurais bien voulu que le président dise un mot là-dessus. Maintenant, sur les autres plans, je ne vais pas revenir sur le plan sécuritaire, c'est le chef de l'État, il a, n'est-ce pas, il est garant. Donc on va en parler tout de suite. Voilà, il est garant de l'intégrité, n'est-ce pas, du territoire, et donc il peut être martial quand il veut, il peut être moins martial. Mais ce que je veux dire, c'est que, pour revenir un peu sur ce que Célestin évoquait, et puis Luther André Meka, parlant du DSE, non, ça ne se passe pas comme ça. Le DSE, c'était un document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Et donc, ce n'était pas, parce que les gens croient toujours que c'était un document de planification stratégique, ça n'en était pas un. C'était une compilation de bonnes intentions. Ce n'était pas un document de planification stratégique. Ça n'annonçait pas véritablement de manière sectorielle des objectifs à atteindre à court ou à moyen terme. C'était un décennal, certes, mais ça n'annonçait pas des objectifs. Ça annonçait des projets qu'on va construire et qui vont structurer l'économie. Mais sauf que pour qu'un projet soit structurant, il faut qu'il soit lui-même très bien structuré dès le départ. Ça n'était pas le cas. Et donc, s'il faille partir d'un document à un autre, la moindre des choses à faire, c'est de faire un bilan. Oui, on aura l'occasion d'en parler. Mais tout d'abord, on s'intéresse à l'aspect sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Denis, comme vous disiez tout à l'heure, que le chef de l'État a appelé à la responsabilité des pays qui hébergent ceux qui considèrent comme les commanditaires des atrocités qui ont cours dans ces deux régions. Paul Biya, il fait cette demande-là depuis plusieurs années déjà, depuis au moins tout au moins le début de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Qu'est-ce qui rend difficile d'accéder à la demande du chef de l'État ? Alors, puisque c'est quand même le début d'année et que nous devons avoir le courage de continuer à lutter contre les forces, notamment internes, n'est-ce pas, qui ont tendance à noyer le discours patriotique, le discours nationaliste. J'ai suivi, je crois, la semaine dernière sur ce plateau, un certain nombre de débats.
Et parfois, quand vous avez quelques notions en matière de projection sécuritaire, ça vous fait mal d'écouter certains Camerounais. Moi, j'ai eu très mal en écoutant les gens. Je me suis demandé s'il y en a qui se droguent même pour parler des choses qu'ils ne connaissent pas. Parce que c'est quand même c'est une hérésie que de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Il faut parfois oublier d'être Camerounais pour regarder ce qui se passe. Mais justement, pourquoi est-ce que la demande du chef de l'État, pourquoi est-ce qu'elle a du mal à trouver réponse en face? Oui, c'est votre question qui a provoqué cette réaction. Oui, parce que j'aimerais qu'on réponde aux questions. Quand vous êtes en lutte, lorsque vous faites face à une agression, vous pouvez réagir de plusieurs manières. Vous pouvez réagir en vous focalisant essentiellement sur le principal adversaire. Cette guerre a été gagnée. N'en déplaise à des colporteurs, n'en déplaise aux petites agitations de politiciens qui veulent construire leur carrière, la guerre, la phase essentielle a été gagnée. Parce que le projet sécessionniste qui s'est déployé sur le nord-ouest et le sud-ouest est vaincu. Si bien que même les plus gros pourfendeurs du régime, de l'État camerounais, qui est en situation de légitime défense pour nous protéger et remplir un contrat qui est constitutionnel, ils sont en train de faire une migration vers du simple bavardage. Donc, il n'y aura pas un État ambazonien sur le territoire du Cameroun. Ça, même Dieu ne peut pas nous instaurer ça. Deuxième chose, malgré toutes les cotisations qui ont été faites, malgré toutes les incursions, y compris de forces étrangères et forces occidentales, parce qu'il y a eu, je crois qu'à un moment donné, des présences étrangères, je ne vais pas citer par les Américains, ont été signalées sur le terrain. Et c'était vrai, c'était effectif. Ces gens se sont tirés, ils ont fui face à la prise de conscience d'un pan institutionnel important. Je crois que au début, on a vu des Camerounais qui ont crié même sur des plateaux et le président a compris que, comme certains tout à l'heure dit que la France n'est pas un ami du Cameroun. On peut aussi ajouter que les États-Unis n'ont jamais été un ami du Cameroun. Ce sont des ennemis, pas les adversaires, ce sont des ennemis du Cameroun. Même si de temps en temps, les rapports de force, certaines contraintes font croire, poussent ces gens. On a eu les Français qui, sachant ce qu'ils ont fait avec l'indépendance, je dis que de la partie anglophone, ils ont fait semblant, n'est-ce pas, d'être avec l'État du Cameroun, mais ils ne peuvent jamais, c'est de façon structurelle, ils ne peuvent pas être avec nous. Donc, sur le plan sécuritaire, donc, de plus en plus, on a pour ceux qui... C'est la raison pour laquelle ils ne répondent pas, ils n'acceptent pas la demande de... Non, veut dire que le président ne fait plus cette demande. Il y a des discussions, il y a des échanges, il y a même des actions. Il y a des gens qui ont été quand même interpellés. Hein. Même dans les autres pays, il y a des choses qui sont passées. Et le président pense que ce qui est essentiel, ce n'est pas de venir énoncer un certain nombre de détails sur telle correspondance qui a été adressée ici, sur telle personne. Il y a des gens qui... Pourquoi est-ce que ceux qui se pavanaient de pays en Europe, est-ce que vous les voyez encore se balader? Est-ce que ceux qui se baladaient partout avec des caisses d'argent, parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, il y a eu des financements qui ont été... Je crois que les ambassadeurs du Cameroun au Canada, au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis, ils ont suffisamment fait leur travail pour couper, n'est-ce pas, pour couper les bases de ravitaillement à l'étranger, parce qu'il y a des gens, des Camerounais, des compatriotes qui sont présentés comme des libérateurs d'une partie du pays qui était soi-disant colonisée, d'une partie de la population qui était massacrée. Lorsqu'il a été établi que ce qui a été dit pour construire le discours sécessionniste était bâti sur de gros mensonges, les sources de financement ont tari, tous ceux qui brandissaient leur fortune partout ont disparu. À l'intérieur du pays, oui. Ceux qui, de ONG, partis politiques, ont voulu se faire un peu d'argent sur la crise du Nozo, ils sont en paix de vitesse, en débandade, comme on dit dans une colonne militaire, et le président ne veut pas, je veux dire qu'il a voulu rester sur les lignes qui sont celles du Cameroun, qui font qu'on est en train d'aller de victoire en victoire. Et aujourd'hui, vous pouvez aller, malgré le fait qu'il y ait eu des attaques, vous pouvez aller à Kumba, vous pouvez aller, j'ai vu le général toujours se parader avec les populations de Yoké. Yoké était un point infranchissable sur la route de Kumba. Petit à petit, il y a des villages où les gens sont en train de revenir. L'école a rouvert en 2020, ce qui n'était plus le cas depuis très longtemps. Donc, André Lutemeka, avec vous, j'aimerais qu'on revienne justement sur le fait que Paul Biya n'ait cité aucun pays. Il parle de pays étrangers. Mais est-ce que ça ne peut pas être considéré finalement comme une fuite en avant?
Non, c'est pas... Le fait de ne pas interpeller nommément les pays dont ils parlent. Ils se connaissent. Non, ce n'est pas une fuite en avant, notamment quand on parle des pays qui hébergent les commanditaires de la crise du nord-ouest au sud-ouest au Cameroun. Je crois que tout le monde sait de quoi il s'agit. Et c'est d'autant plus profond qu'il faut que les Camerounais le sachent. À chaque fois que vous avez un pays qui a des richesses et dont la découverte des richesses va de façon croissante, la seule chose qu'on peut vous faire comme cadeau, c'est de vous créer une rébellion, c'est de vous créer une sécession. Et le Cameroun, depuis déjà presque une décennie, avait des menaces de ce genre-là. Et vous allez constater que la plupart des crises commencent effectivement par des essais. Autour de nous, là, on parle de crises religieuses, des guerres religieuses. Parfois, on instrumentalise la tribu. Et au Cameroun, on a voulu instrumentaliser la religion avec les Boko Haram, les radicaux musulmans. Ça n'a pas marché. On a instrumentalisé deux mots qui ne sont pas de notre culture, anglophone, francophone. Et le véritable problème, c'est quoi? La stratégie, c'est que ce sont des chevaux de Troie. Un cheval de Troie qu'on met dans le pays pour créer, n'est-ce pas, la crise et pour que les vrais commanditaires, des mercenaires entrent pour pouvoir exploiter notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, je suis d'avis avec M. Denis Kouébou qui dit que la guerre a été perdue. Parce que quel était l'objectif? Dans le septentrion, l'objectif était de couper le pays en deux et que le septentrion soit effectivement une force gérée par Boko Haram pour qu'il y ait un rapport de force et qu'un certain nombre de dictats soient imposés, n'est-ce pas, à la République du Cameroun. Ils ont échoué. Et ça, le président l'a dit dans son discours, grâce aux forces de l'ordre et aux populations qui ont collaboré, qui ont coopéré. Au nord-ouest, c'était presque la même situation, c'est-à-dire séquestrer, monopoliser le nord-ouest et le sud-ouest, imposer un État et imposer, n'est-ce pas, un diktat de négociation pour les richesses. Parce éventuellement, dégagner la capitale, opérer un coup d'État si possible, si ça tardait, et ça n'a pas été possible. Et de pouvoir imposer, n'est-ce pas, un certain nombre de négociations qui sont claires, hein, des prix pétrolifères, de Limbé. On est parti même jusqu'à dire que la Sonara n'a jamais eu de DG du nord-ouest ou du sud-ouest. Il y a eu un certain nombre. C'est un complot contre le Cameroun pour les richesses du Cameroun, pour ses avoirs. Est-ce que le chef de l'État sait qui sont ces personnes qui complotent contre le Cameroun? Le président est toujours informé. Mais pourquoi il ne les cite pas? Si moi je connais ces gens, combien de fois le président? Si je connais même les enjeux. Mais le véritable problème, c'est que l'enjeu, c'est en fait une sorte de corde qu'on attache et qu'on voudrait tirer par le bas, à travers, n'est-ce pas, les grandes puissances là. Parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'un pays qui se dit pays démocratique, pays de liberté, pays de respect des lois, qui héberge des assassins, qui héberge des personnes qui financent, n'est-ce pas, une sécession qui est mortifère. Parce qu'on coupe les têtes, on assassine les enfants dans les écoles, on déshabille les enfants dans les écoles, mais dans les pays qu'on dit des pays de droit, les pays de liberté, ils sont hébergés. Ça veut dire que c'est un complot. Edmond Kouyaté, j'aimerais qu'on revienne sur les réponses justement apportées par le gouvernement camerounais à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, parce que le chef de l'État les a également évoquées dans son discours. Est-ce qu'elles ont été servies au moment où il fallait? Parce qu'au Cameroun, on a coutume de dire qu'une bonne réponse qui arrive past-time n'est plus réellement une bonne réponse. Est-ce qu'elles sont arrivées au moment où on les attendait? Disons que jusqu'à présent, quelles sont les réponses les plus remarquables qui ont été apportées, je vais dire, en dehors du tout début, où la crise était encore d'ordre corporatiste, où il y avait un certain nombre de revendications, notamment listées par le consortium de l'époque, dirigé par Arbombala et Félix l'autre. Il y avait le gouvernement sur les 14 points qui étaient listés, avait donné réponse à sa manière, à, je crois, 12 points, et puis je crois que les discussions s'étaient achoppées sur le fédéralisme. Là, c'était plus un problème d'ordre corporatiste, c'était devenu un problème d'ordre politique.
Et donc, après cela, la réponse qui a été apportée était une réponse militaire. Donc, nous y sommes encore, c'est toujours cette spirale-là, avec d'un côté des attaques, n'est-ce pas, de ces groupes-là, et puis de l'autre côté, l'armée camerounaise qui s'emploie tant bien que mal à conserver l'intégrité du territoire, protéger, n'est-ce pas, les populations, protéger les biens, protéger. C'est vrai qu'à côté de cela, il y a une troisième solution, il y a un troisième couloir que tout le monde veut voir s'ouvrir, c'est-à-dire le dialogue. Et à cela, le président a apporté une réponse encore à sa façon, en faisant convoquer, n'est-ce pas, sous le contrôle du Premier ministre, je crois que c'était l'année dernière, le grand dialogue national, mais j'avoue que cela n'a pas été une réponse, parce que le grand dialogue national n'a pas été spécifiquement et singulièrement convoqué pour répondre, n'est-ce pas, pour se pencher sur la crise du Nord-Ouest. Je crois que c'était un grand dialogue où on ressassait un peu l'ensemble des problèmes et des problématiques, n'est-ce pas, sociaux, l'ensemble des problématiques sociales, économiques et autres qui minent un peu, n'est-ce pas, la vie de la nation. Et donc, ça n'a pas été une véritable réponse à la crise de sécurité du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et donc, jusqu'à présent, est-ce que la solution, je vais dire la solution militaire, a porté ses fruits? On pourrait dire de façon mitigée, oui. De façon mitigée parce que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest n'ont pas véritablement recouvrer la tranquillité, la quiétude qui permettrait aux populations, n'est-ce pas, de vaquer librement à leurs occupations. Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest restent, en plus, n'est-ce pas, de l'extrême nord, reste une zone économiquement sinistrée. Nous n'en sommes pas encore sortis. Le plan de reconstruction qui a été annoncé n'est pas encore amorcé. Évidemment, nous l'avons dit, on ne peut pas annoncer un plan, n'est-ce pas, de reconstruction tant que les hostilités se déroulent encore sur le terrain, tant que les armes crépitent encore, c'est encore le cas. Même si ça se passe de manière... ce n'est plus comme avant, parce qu'il faut le dire, c'était tous les jours un peu sur les réseaux sociaux qu'on vous annonçait ce qui s'est passé, des têtes décapitées, des otages par-ci par-là, des maisons incendiées. Ça n'est plus le cas, mais je vais dire qu'on n'est pas encore arrivé à un niveau où on peut véritablement dire que voilà, la situation est totalement sous contrôle. Même si on doit avouer que les militaires, nos forces armées et le chef de l'État l'a reconnu dans son discours, tout le monde également le reconnaît, nous tous nous le reconnaissons, ils ont fait un travail formidable. Parce que l'intention première qui était annoncée par ce groupuscule-là, c'était de créer un État. Ils ne l'ont pas encore fait, ça veut dire que le Cameroun jusqu'à aujourd'hui peut encore se targuer de conserver, n'est-ce pas, dans son intégralité son territoire, c'est important de le dire. Donc le mérite revient encore, il faut le dire, il faut le saluer aux forces armées, mais est-ce que c'est la solution in fine? Je crois qu'il faudra penser à une troisième voie. Même si le chef de l'État a souligné dans son discours qu'il reste ouvert au dialogue, mais il faudrait qu'au-delà de cette intention qu'il reste ouvert, il faudrait qu'il pose un acte, notamment, je crois qu'il y a des personnes au Cameroun qui pourraient conduire une certaine médiation, il y a des personnes d'une probité morale irréprochable au Cameroun, quand je dis irréprochable, mais je vais dire quand même à une certaine dimension, il y a ces personnalités-là, que ce soit des personnalités religieuses ou traditionnelles, on en a qui pourraient, n'est-ce pas, rassembler autour de la table les différents acteurs pour essayer d'amorcer un dialogue qui puisse aboutir à une véritable solution pour qu'on sorte de cet épisode-là. Je voudrais replacer deux choses. C'est important parce que je représente le RDPC. Lorsque vous dites qu'il y a eu 14 points, 12 points ont été répondus favorables et qu'il y a eu achoppement sur le fédéralisme, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est d'autant plus vrai qu'ils ont dit le fédéralisme ou rien. Donc, ils voulaient imposer un diktat au gouvernement. Vous avez utilisé des termes qui me semblent inappropriés. Vous dites la réponse militaire. Ce n'était pas la réponse militaire. Il y a eu, n'est-ce pas, le dialogue qui a été processuel. Et il y a eu, n'est-ce pas, des émissaires qui ont été envoyés au nord-ouest, au sud-ouest, pour parler, n'est-ce pas, avec les populations, pour parler avec ceux qui étaient en rébellion. Il n'y a pas eu de solution. Les militaires agissaient en légitime défense, c'est-à-dire qu'il y avait des assauts, parce qu'ils prenaient les Camerounais par embuscade. Ils arrivent dans une école, ils massacrent, ils piègent un Camerounais ou les forces de l'ordre, ils coupent la tête, ils viennent jeter dans le tarmac, et les forces de l'ordre étaient obligées, n'est-ce pas, de pouvoir répondre en légitime défense, et ils se sont retrouvés dans des camps de forêt où ils faisaient, n'est-ce pas, des assauts. Et quand vous dites encore qu'il y a eu besoin de dialogue, il a répondu à sa façon. Non, c'est les hommes politiques qui ont demandé le grand dialogue national.
les hommes politiques, j'entendais parler M. N'Djamène, M. Sambaka, et tous les hommes politiques étaient à l'unisson qu'il faille un dialogue national. Le chef d'État n'a que concédé ce dialogue national dont je peux vous dire que nous on était contre. Moi j'étais contre parce que je me disais que le dialogue national, c'est de redialoguer avec les gens qu'on a battus aux élections. Et je trouvais que politiquement, ce n'était pas favorable. Mais il l'a fait. Donc, il y a eu un certain nombre de processus de dialogue qui ont amené à ce que l'État puisse réagir, mais en légitime défense. Parce que si vous pensez que la réponse est militaire, je ne sais pas, quand vous voyez la guerre, ce n'est pas ce qui se passe là. Hein. Il y a les hélicoptères militaires, il y a des chars, il y a des phares. Vous avez répondu déjà à Edmond Kate, merci. Célestin N'Djamène, si le chef de l'État dit avoir répondu comme il a fait, il a listé tout ce qui a été entrepris dans le nord-ouest et le sud-ouest pour la pacification de cette crise, qu'est-ce qui justifie donc l'enlisement de la crise aujourd'hui? Bien, il faut quand même relever que la crise a diminué d'intensité. Je crois que c'est le constat que chacun peut faire. Vous savez, quand il y a des problèmes camerounais, il ne peut y avoir dialogue qu'entre Camerounais. Ceux qui se revendiquent de la sécession, de la partition, du séparatisme, ne peuvent pas dialoguer avec l'État camerounais. La sécession n'est pas une opinion. Les gens qui veulent saucissonner, couper le Cameroun en deux. La seule solution, dans ce cas d'espèce, je ne ferai pas la fine bouche ici, je ne ferai pas un dialogue, un discours soporifique. Non, je dis que la seule solution, dans ce cas-là, est militaire. On ne peut pas plaisanter avec l'autorité de l'État. Il n'est pas question qu'aujourd'hui, on puisse trouver des raisons pour justifier que le Cameroun perde un seul millimètre de son territoire. Ceux qui veulent la sécession, qui ne se sentent pas camerounais, alors qu'ils s'attendent uniquement et exclusivement à une réponse militaire. En revanche, le débat sur la forme de l'État, chaque Camerounais peut l'émettre. Évidemment, on se met autour d'une table et on discute de la forme de l'État. C'est tout à fait normal, c'est républicain. On ne peut pas venir afficher comme drapeau qu'on a l'Ambazonie, le Cameroun. Non, ça ne fonctionne pas. Et je crois que, et c'est l'occasion pour moi de saluer l'armée camerounaise, il faut le dire sans embâche. Il faut encourager nos soldats, parce qu'ils ont la vocation, la mission de défendre l'intégrité du territoire. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas l'armée du RDPC, il n'y a pas l'armée du MRC, il n'y a pas l'armée du SDF, il n'y a pas l'armée de l'UPC, il y a l'armée camerounaise. Ils sont là, ils meurent chaque jour pour protéger nos vies. C'est un constat qu'on fait. Aujourd'hui, dans l'extrême nord, vous avez vu, on a contenu Boko Haram. Et je salue le BIR. Je ne plaisante pas, je salue le BIR. C'est notre armée. Je mets au défi un opposant, demain, quand il sera aux affaires, de supprimer l'armée, de supprimer la police, de supprimer la gendarmerie. Non! Il y a des sanctuaires sur lesquels on ne badine pas. L'autorité de l'État n'est pas l'apanage d'un individu. C'est l'État qui s'affirme. Et c'est la raison pour laquelle je veux ici interpeller une certaine frange antipatriotique de la diaspora, qui se permet ouvertement dans des vidéos de saluer Afid Marshall, qui est un terroriste avéré. Comment peut-on, parce qu'on veut renverser un système, un gouvernement, s'allier à des gens diaboliques? Regardez, le chef de l'État a parlé du discours, le massacre de Kumba, de Fiango. Comment les êtres humains, dotés de toute leur capacité, peuvent s'en prendre aux âmes innocentes? Et cela, chaque Camerounais, de quelque parti qu'il soit, doit le dénoncer avec fermeté, sans violence, mais avec fermeté. Pour conclure, Léla, un seul mot. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des valeurs autour desquelles on peut se rassembler. Je le répète aujourd'hui, si vous négligez la République, ça veut dire que vous vous recroquevillez sur des valeurs partisanes. Il y a des gens qui adorent leur parti au détriment du Cameroun. Le Cameroun, c'est le seul parapluie qui nous reste. Donc, en conséquence, je pense qu'il faut avoir raison garder, se dire aujourd'hui que nous sommes un seul pays, un seul Cameroun. Et ceux qui jouent avec les Ambazoniens, qu'il s'agit de certains médias, de certains hommes politiques, ceux qui jouent avec ça auront fatalement des comptes à rendre. Alors, on va Nous voulons préserver un pays dans toute sa largeur, dans toute sa vigueur.
Alors, le temps que les choses se mettent en place pour avoir au téléphone Roger Justin Noah du MRC, je propose qu'on parle d'abord économie, le temps qu'avec la réalisation, on essaie de mettre tout en place. Denis Kwebo, note du chef de l'État, la pandémie Covid et la baisse de la croissance mondiale n'ont pas facilité la bonne tenue des finances publiques et de notre économie. Est-ce que le Cameroun, à votre avis, pouvait faire mieux dans le contexte actuel? Le contexte de 2020, bien sûr. Bon, moi, je pense qu'il y a deux économies au Cameroun. Et si on a été résilient, c'est parce que l'économie la plus forte est informelle. J'ai passé Noël à l'ouest, à Bansoa, et j'ai vu comment est-ce que les gens vaquaient à leurs occupations là-bas. Le premier, encore, j'étais dans l'Indé, et les gens de là-bas, on n'est pas comme ici en ville. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler de la croissance, et il me semblait avoir entendu que c'est tellement littéraire qu'on se demande comment est-ce que, ailleurs, lorsqu'on vous dit qu'on est à 1,8% de taux de croissance, on parle de 4 au Cameroun, et qu'on a eu 4% grâce à quoi? Et ces chiffres, M. Kouaté il va nous expliquer comment ils aident le gouvernement à les fabriquer. Ce sont des chiffres qui ne renvoient à rien. Il y a l'économie, je crois que le régime a mis des économistes qui ne font pas l'économie. En 2017, l'Union, on était à 11% de taux de croissance, soit idiot. Encore que c'était des photos de croissance. Tout ça, c'est faux. Le chef de l'État n'a pas dit qu'on était à 4%. Écoutez, le chef de l'État, il dit malgré ses efforts, il est prévisible que notre taux de croissance, qui s'était stabilisé autour de 4% au cours des dernières années, subisse une nette érosion en 2020. Oui, donc le chef de l'État n'a pas précisé le taux de croissance en 2020. J'ai très bien compris le chef de l'État. Et quoi que moi, je suis habitué aux hommes politiques. Et quand ils parlent, il faut savoir écouter les hommes politiques. Les chiffres de taux de croissance de 11%, ça ne renvoie à rien. Je vous dis bien que ça ne renvoie à rien. Même 4 ou 5%, ça peut ne renvoyer à rien du tout en dehors des chiffres qui sont éminemment politiques. Les chiffres d'économie, c'est vrai que un jour sur ce plateau, il y a un économiste qui disait qu'il était un tel grand expert. Et pour le titre, il disait que chaque Camerounais, chaque ménage est une entreprise. Chaque ménage est une entreprise. Donc les chiffres ne servent à rien. Non, les chiffres sont dans vos poches. On peut mesurer les chiffres dans nos poches, on peut mesurer les chiffres dans nos activités quotidiennes, on peut mesurer les chiffres en allant au marché central, en allant au marché Mopi. Il y a des données qui sont des données d'experts. Les données d'experts ne sont pas mes données. Les données d'experts s'obtiennent grâce à des modules de calcul que nous, on ne maîtrise pas. Quelquefois, il leur revient à eux de nous expliquer. Ce n'est pas moi, je dis que journaliste, ce que j'essaie de communiquer, c'est ce que je vois sur le terrain. Ce que j'essaie de communiquer, c'est ce que je vois dans mes propres poches. Les experts peuvent faire des projections, nous expliquer en quoi est-ce que ce que nous voyons là peut donner sur le plan macroéconomique. Parce que quand le chef d'État parle, quand je vois en 2015, j'avais discuté avec des diplomates de la situation économique du pays et au 30 avril 2015, il était prévu une cessation de paiement au Cameroun. Ce que les Américains disaient. À la fin de cette année, je crois, le président tchadien Idriss Déby avait annoncé lors d'un discours que le Tchad a failli entrer en cessation de paiement, n'eût été l'intervention de son frère, Paul Biya, qui lui avait donné, je crois, 45 milliards. C'est-à-dire, au moment où on attendait la cessation de paiement au Cameroun, il n'y en a pas eu en avril, et à la fin d'année, on a un pays étranger qui avait reçu 45 milliards du Cameroun. Ça veut dire que, et là où l'avait dit quand on parlait de la crise sanitaire, on a une crise sanitaire qui voit des dizaines de morts, des dizaines de milliers de morts par jour dans les pays les plus développés, avec les systèmes de santé les plus développés, avec les plus grands hôpitaux du monde, avec les meilleurs médicaments, les meilleurs plateaux techniques. Entre-temps, l'Afrique qui serait vous terminez, Denis Kwebo. Jusqu'à le lieu le plus pauvre, où il y a le plus de pauvres dans le monde, n'a pas vu, n'est-ce pas, ce décompte macabre. Et nos économies ne se sont pas effondrées. Ça veut dire que de plus en plus, on aimerait entendre nos dirigeants se projeter sur ce que nous avons de particulier qui fait en sorte qu'on puisse tenir
malgré la violence capitaliste. Comment est-ce que nous, on réussit à tenir? Je ne dis pas seulement sur le plan sanitaire, on mange à notre faim. Comment est-ce que nos entreprises ont tenu au Cameroun? On a fait, et là j'avais pointé cela à l'époque, les Français ont fait annoncer des chiffres faramineux au Sénégal, et pour le plan, ils ont annoncé des milliers de milliards de ripostes qu'ils n'ont jamais eu. Le Gabon, à côté, tout le monde, sur les réseaux sociaux, se moquait de nous. Et dit, ben voilà, le Gabon va débloquer des milliers de milliards, au Cameroun, on n'a pas. Et ils n'ont rien eu, ils n'ont rien débloqué. Et je dis qu'il faut que, au temps de parler de l'économie, qu'on pense à cette économie qui est apparemment informelle et qui, en réalité, structure la résilience chez nous. Par contre, dans le discours du chef de l'État, on note que rien n'a été dit sur le taux de croissance. Aucune précision formelle n'a été faite sur le taux de croissance en 2020. Je note, je reviens sur le discours qui dit, malgré ces efforts, il est prévisible que notre taux de croissance qui s'était stabilisé autour de 4% au cours des dernières années subisse une nette érosion en 2020 et que l'inflation réparte légèrement à la hausse. On a l'impression que le chef de l'État projette encore la croissance de 2020 alors que l'année 2020 est déjà rentrée dans les annales. Non, mais je crois qu'il a parlé d'une stabilité de 4% et prévoit une érosion. Donc, je ne sais pas où il y a la polémique. Mais moi, je pense que, honnêtement, il est important de magnifier le président Biya. Parce que nous avons eu, je l'ai dit plusieurs fois, nous avons eu des crises sociopolitiques. Nous avons eu la Covid-19. Il y a même une crise qui était, j'allais dire une crise circonstancielle en Afrique centrale. Mais on a tenu. Quand je dis on a tenu, ça peut-être l'air simple, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Les chantiers se font, les salaires sont payés, le Camerounais mange à sa faim. Mais, Madame Léla, c'est cela l'objectif d'un chef d'État. Quand je dis que le Camerounais mange à sa faim, je vois mon frère ami qui fait des mines, mais je voudrais vous dire... Quel Camerounais mange à sa faim, André? Non, je voudrais vous dire, et c'est mon professeur qui me le disait, que les chiffres de la Banque mondiale ont un certain nombre de problèmes. Parce que quand mon grand-père va à la chasse, il ramène le gibier. Il mange le porc épic, il boit un vin de palme. Est-ce qu'il y a des indicateurs de ce plat? Ça, c'est votre grand-père qui est au village. Qu'est-ce que vous dites du Camerounais qui vit à Douala, en pleine métropole? Est-ce que lui également, et qui n'a pas... Non, ce que je voudrais vous dire, tout simplement, c'est que dans la zone rurale, les Camerounais vivent à leur faim. Ils mangent le matin, ils mangent à midi, ils mangent le soir parce qu'ils font des champs. Et je parle à Mondovision, c'est visible. Dans les grandes villes, contrairement à ce que vous pensez, les Camerounais mangent à leur faim. Peut-être ils ne mangent pas ce qui devrait être, parce qu'il y a des épicuriens, c'est-à-dire tu peux boire une bière, mais c'est une bière. Mais si tu prends une autre marque, qui est une grande bière, c'est déjà, n'est-ce pas, le luxe. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que chaque Camerounais, à son niveau, mange à sa faim. Et je voudrais vous dire que de mémoire de sociologue et de quelqu'un qui fait dans les humanités, si le Camerounais avait faim, ce n'est pas ce pays-là, dans la stabilité, dans la paix que vous verrez. Parce que quand ils ont eu des problèmes de première nécessité en 2008, il y a eu la grève de la faim. Et le chef de l'État l'a consenti, il a demandé à son gouvernement, qu'est-ce que nous avons fait pour répondre à ces préoccupations-là? Je vais laisser le soin à l'économiste de vous répondre. Non. Disons tout simplement, non, je ne veux pas laisser en terre André Bikadi que les Camerounais mangent à leur faim. Ce serait une insulte à cette masse qui croupit parfois sous le poids de la misère, du chômage, de la déshérence et un peu tout. Peut-être que vous n'avez pas les statistiques, mais c'est assez. Même quand je m'en tiens aux données statistiques de l'Institut national, qui n'est pas également fiable pour moi, parce que je trouve toujours que l'outil statistique chez nous est un peu biaisé, parce qu'on ne va pas chercher, on n'a pas les données réelles. Mais si vous ne vous en tenez qu'à ça, et d'ailleurs le président l'a reconnu, l'inflation va un peu galopante alors que le pouvoir d'achat a beaucoup baissé. Donc je ne veux pas laisser dire... Il a prédit. Non. Si l'inflation monte, il a prédit une sorte d'inflation dans les années à venir. Il a prédit. C'est depuis au moins 2 ans que l'inflation, et je m'en tiens seulement, je l'ai dit encore, je m'en tiens seulement aux chiffres de l'Institut national de la statistique. C'est depuis au moins 2 ans que l'inflation va un peu grandissante. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le Cameroun est traversé par des crises multiples. Le problème du Cameroun n'est pas seulement
liée à la Covid-19. C'est une conjoncture, certes, dont l'onde de choc traverse le monde entier, c'est vrai, mais le Cameroun n'est pas seulement menacé par la crise de la Covid. Et quand j'ai suivi le chef de l'État parler, j'ai eu l'impression que ses collaborateurs ne le renseignent pas à suffisance sur, n'est-ce pas, l'état de notre économie réelle, pas seulement avec la Covid, mais l'ensemble des chocs que nous avons suivis. Il faut savoir qu'il y a eu une crise entre 2014 et 2015. Ça a obligé les chefs de l'État à se retrouver ici en session extraordinaire à Yaoundé, c'était en 2016. De la CEMAC, c'était en 2016. Et à cette occasion, la présidente, la directrice du FMI de l'époque, Madame Christine Lagarde, était là. Et puis on nous a obligés, on nous a placé deux options sur la table, l'ajustement budgétaire et l'ajustement monétaire. Celle monétaire n'était pas envisageable et donc nous avons souscrit à l'ajustement budgétaire. C'était un programme triennal, c'est-à-dire qu'en temps normal, on devrait être en sortie en 2019. Alors, est-ce que nous y sommes encore? Est-ce que nous en sommes sortis? C'est là la question. Alors, il faut dire bien que depuis 2016, nous sommes sous ajustement budgétaire depuis 2016 et nous peinons encore à en sortir. Et donc, notre économie, globalement, est pilotée de l'extérieur. Parce que lorsque le FMI prend en main votre économie, c'est tout simplement dire que vous avez brillé par votre incurie, votre incapacité à piloter votre propre économie. C'est tout ce que ça veut dire. Parce que le FMI agit un peu à deux dimensions. D'abord, le FMI agit comme un aiguillonneur qui est sur le sol, qui vous attire votre attention en l'air en vous disant tout le temps « faites très attention, vous amorcez la ligne rouge, faites très attention ». C'est ça le rôle du FMI. Et lorsque vous, malgré ces instructions, vous n'avez pas suivi, vous n'êtes pas capable, alors il vient en pilote secours. Et donc aujourd'hui, l'avion Cameroun est piloté par le FMI qui est un pilote secours. C'est pour ça que vous allez voir, j'ai compris un peu le chef de l'État, il n'a pas fait beaucoup d'annonces. C'est une méthode prudentielle, parce qu'il ne peut pas faire des grandes annonces à partir... Oui. Par contre, j'aimerais qu'on revienne sur le taux de croissance évoqué par le chef de l'État de 8%. À quel horizon et à quelles conditions? Alors ça, j'ai trouvé ça également un peu une pichenette, et je souhaiterais qu'à l'avenir, que le collège qui rédige le discours, je crois, je ne sais pas si c'est un collège, mais je souhaiterais que ce soit un collège qui rédige le discours du chef de l'État et que ce collège comprenne en son sein un certain nombre d'expertises variées et complémentaires, parmi lesquelles des économistes. S'il y avait un économiste, il n'aurait pas présenté ça de cette façon. Parce que vous ne pouvez pas présenter des perspectives comme ça sur un horizon de 10 ans, sans faire des annonces de réformes structurelles au départ. Non. Pour que vous puissiez annoncer un taux de croissance de 8%, encore que je dois dire que la croissance chez nous, et là je vais être d'accord, je ne sais pas si c'est avec Denis ou avec Luther, pour dire que la meilleure façon de noyer les données macroéconomiques, c'est de parler de la croissance. Parce qu'en fait, ça ne repose sur rien. La croissance, c'est la multiplication des richesses dans un pays. Vous pouvez même dire que vous êtes à 10% de taux de croissance, ça vous pouvez le dire. Mais maintenant, lorsqu'on revient prendre les déclinaisons économiques, c'est-à-dire le chômage, l'inflation, vous avez vu que le chef de l'État n'a pas parlé de la balance extérieure de paiement. La production, la productivité. Si on prend toutes ces déclinaisons, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de problèmes. Et donc, annoncer des prévisions de taux de croissance de 8% sans décliner les investissements qui sous-tendent, n'est-ce pas, cette croissance-là, ça me paraît quand même un peu tiré. Une dernière question avant Célestine Jamen. J'aimerais également avec vous qu'on revienne rapidement sur la stratégie nationale de développement qui vient remplacer finalement le document de stratégie pour la croissance et l'emploi arrivé à son thème. Quelles sont les chances de ce nouveau programme, j'ai envie de l'appeler comme ça, quand on sait que le précédent, il arrive à expiration, sauf qu'on n'a aucun bilan, on ne sait pas quels sont les projets qui ont été réalisés finalement. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de chance que ce document soit... Parce que il aboutisse à quelque chose? Non, il n'aboutira à rien. Et je suis péremptoire là-dessus. Je mets quiconque à défi. Je l'ai lu, je l'ai parcouru. Ce n'est pas... C'est une annonce de bonnes intentions, sans moyens, sans... Quand on parle de documents stratégiques, c'est-à-dire que vous annoncez d'abord des objectifs, vous déclinez les atouts qui vous permettent d'annoncer ces objectifs. Je vous prends un exemple simple.
Le Cameroun, dans un document stratégique de planification, peut dire « Je veux réduire ma dépendance à l'importation du riz horizon 5 ans de 40%. » Le Cameroun peut le dire dans un document stratégique. Il faudrait que vous puissiez dire « Nous avons dénoté des bassins de production dans telle région, telle région, telle région, à concurrence de telle superficie. Et potentiellement, on peut produire, si on exploite telle superficie, on peut produire telle quantité de tonnage. Et les moyens que nous disposons aujourd'hui nous permettent de mettre en valeur cette superficie-là sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans. Et donc, vous pouvez affirmer qu'au bout de 5 ans, vous pouvez produire par exemple 50 000 tonnes de riz qui représentent en valeur, par exemple, en valeur relative, 30% ou 40% de votre consommation interne. Et donc, ça peut vous permettre de dire qu'à horizon 5 ans, nous allons réduire notre importation de 40%. C'est ça qu'on appelle une planification stratégique. Ça permet que les opérateurs économiques, ça permet que les agents économiques, tous ceux qui voudraient, n'est-ce pas, évoluer dans ces secteurs-là puissent se placer. Et vous dites, quelle est la part de l'État là-dedans et quelle est la part du secteur privé? C'est ça qu'on appelle document de stratégie pour de planification. Mais lorsque vous annoncez des bonnes intentions, nous allons construire 10 barrages, nous allons construire 50 ceci, nous allons construire... Non, ce sont des bonnes intentions, ce n'est pas une planification stratégique. Émergence en 2035, vu de l'esprit ou possible finalement après le discours de l'économiste sur le plateau? Il faut dire que 14 années nous séparent de 2035. Oui, d'abord, je voulais dire que moi, je ne suis pas d'accord que le chef d'État fasse écrire leur discours par, on va dire, leur nègre, entre guillemets. Je pense que le chef d'État doit se faire transmettre certaines données, économiques ou macroéconomiques, et puis rédiger lui-même, parce que le peuple lui a fait confiance. Il est l'élu du peuple, ou censé l'être. Le président de la République, quand il s'adresse à la nation, doit parler par lui-même. Bien sûr qu'il a un entourage, il a des cabinets, etc. Donc il doit écrire son discours. Deuxièmement, je crois que Denis l'a rappelé, je ne pense pas qu'on puisse très honnêtement et sincèrement évaluer une économie qui est basée à plus de 80% sur l'informel. C'est très compliqué. C'est très compliqué de pouvoir établir que voilà, il y a un tel taux de croissance, machin truc, le PIB est de tel montant, quand on sait bien que l'économie du pays est à 80% dans le secteur de l'informel. Maintenant, je pense en même temps que il faut reconnaître une chose. L'économie réelle n'a souvent rien à voir avec l'économie, on va dire, théorique. Prenez un pays comme la Chine, par exemple. Dans les années 2000, début des années 2000, quand on disait que la Chine avait un taux de croissance de 9 à 10%, ben, ça se voyait dans les rues, ça se voyait quand même dans la prospérité des gens, les déplacements, les Chinois voyageaient plus et ça donnait davantage au tourisme. Donc il y a une certaine élévation du standard de vie des habitants. Mais quand on dit que, parce que même 4% c'est déjà beaucoup, la France par exemple est à moins de 1% de taux de croissance. Mais c'est pas la même chose tout à l'heure. Oui, parce qu'en fait, ce que je veux dire, je veux dire que il ne faut pas en faire un fétiche. Ce qui est sûr, c'est que quand vous regardez par exemple le SMIC au Cameroun, qui est de moins de 40 000 francs, brut s'il vous plaît. Ça veut dire que si les gens payent logiquement leurs impôts, leurs contributions fiscales, eh bien, ils se retrouvent à quasiment 25 000 francs nets. On ne peut pas vivre, même en Consamba, avec 25 000 francs nets par mois. C'est pas possible. Donc, en vérité, quand on annonce à toute croissance l'émergence en 2035, écoutez, quand même, soyez un peu sérieux. On ne peut pas vivre avec ça. Même si le taxi revenait à 150 francs, ce n'est pas possible. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas théoriser l'économie. L'économie n'a de valeur que si il y a une certaine réalité dans le quotidien. Le panier, le fameux panier, la ménagère, c'est quoi? Si j'ai 5 000 francs de ration et j'arrive au marché, on me dit, voilà, le paquet, le kilo de maquereau coûte, je sais pas moi, 1 800 francs, 2 000 francs. Qu'est-ce qui me reste sur 5 000 francs? Pas grand-chose. Donc c'est ça pour moi l'économie. Parce que les gens sont en bas, ils ne savent pas tellement ce qu'on cite en haut. D'accord. Je suis d'accord, tout à fait confiant qu'il nous faut des experts en économie, il faut des économistes de bonne facture, mais en réalité, il faut que l'économie descende vers les populations d'en bas, sinon ça ne sert strictement à rien. D'accord. Alors, pour parler de l'aspect politique de ce discours, avec notamment le clin d'œil fait à Maurice Kamto, je propose qu'on prenne au téléphone Monsieur Roger Justin Noah. Il est le secrétaire général adjoint du MRC. Bonjour, Monsieur Noah. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce dimanche. Alors, dans son discours, le chef de l'État a fait une référence à Maurice Kamto sans jamais le citer. Quelle est la lecture que vous en faites? Oui, nous avons bel et bien suivi cette référence-là qui dit qu'on ne prend pas les responsabilités politiques sur les réseaux sociaux ou alors sur les plateaux de télévision. Écoutez, je pense que nous le savons très bien. C'est pourquoi nous avons toujours dit
que, contrairement aux allégations manipulatrices du gouvernement, qui veut faire croire à ce que le MSC a un projet d'insurrection, nous avions toujours dit que le seul moyen d'alternance dans un pays normal, démocratique, c'est par les urnes. Et c'est justement pourquoi nous n'avons cessé de demander la réforme du système électoral, parce que lorsqu'on parle d'élection, on parle d'abord des règles. Il faut que les règles du jeu soient justes, soient équitables, soient transparentes, pour que nous puissions avoir des élections où chaque électeur est sûr que son vote compte et qu'il participe vraiment au choix des dirigeants de son pays ou bien de sa collectivité décentralisée. C'est de cela qu'il est question. C'est pourquoi nous avons le cesse de dire à M. Bilia, si vous êtes sûr que votre parti est très fort et qu'il peut gagner les élections sans fraude, alors asseyons-nous tous avec tous les autres acteurs politiques, la société civile, le clergé, pour ensemble revoir, revisiter le système électoral dans son entièreté, le nettoyer pour qu'on puisse avoir des élections au Cameroun qui soient crédibles et transparentes. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, il suffit que M. Paul Biya se mette à citer comme des médailles les quelques élections qui ont pu avoir lieu dans des conditions inacceptables dans ce qu'on peut estimer une démocratie. Alors, c'est regrettable. Et là, je ne pense pas qu'il s'est vraiment exprimé en président de fait qu'il est. Parce que vous savez que du haut de son âge, malgré toutes les fraudes, il se maintient honteusement au pouvoir, alors qu'il sait bien qu'il n'a pas gagné l'élection présidentielle passée, alors qu'il sait bien qu'il se maintient par l'utilisation, notamment d'une justice aux ordres, des forces de défense qui fonctionnent plus comme des milices que comme, n'est-ce pas, des forces au service du peuple. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, le chef de l'État a presque assimilé les marches dites blanches du MRC à une insurrection. Deux questions. Est-ce la logique dans laquelle votre parti est engagé? Et puis la deuxième question, en quoi est-ce que votre démarche est différente de ce que le chef de l'État vous reproche? Écoutez, je le disais tantôt, ces gens-là ont tellement peur du mouvement pluraliste du Cameroun qui se bat effectivement pour la reconstruction, pour la renaissance de notre pays, qu'ils veuillent toujours manipuler l'opinion nationale et internationale. Voilà un parti, qu'on dit un parti d'insurrection, qui par deux fois a les membres du gouvernement compétent. Chaque fois que des forces extérieures sont venues nous contacter pour nous apporter un appui militaire, nous l'avons souvent dit. Il y a eu une première fois l'année passée, une seconde fois cette année, mais allez demander au délégué général, au délégué à la sécurité nationale, il vous dira que nous avons informé de tout cela. Pardonnez-moi de vous couper. Est-ce que ce que vous dites, c'est que des forces étrangères vous ont contacté pour vous apporter un appui militaire? Mais ça ne se cache pas. On ne sait pas si elles sont étrangères ou bien c'est des forces nationales, mais toujours que par deux fois, des gens nous ont contactés pour nous aider à prendre le pouvoir militairement. Et à chaque fois, nous avons refusé et nous avons alerté, n'est-ce pas, les forces de sécurité, notamment le DGSN et puis le secrétaire d'État à la gendarmerie. Mais c'était qui ces personnes, Roger Justin Noah? Puis on prend le pouvoir par la force. Ça aurait été de très belles occasions, mais on n'a jamais fait. Pourquoi? Parce que le MSC est un parti qui veut le changement dans la paix. Ça, tout le monde le sait. Même ces dirigeants-là le savent très bien. En dehors du fait qu'ils veulent manipuler, ils le savent très bien. Donc, nous disons, par contre, les marches, c'est une manifestation publique. Et tout le monde sait que c'est un droit qui est marqué dans notre constitution, dans son préambule, de la même manière que dans pas mal d'instruments qui ont été signés par le Cameroun. Donc, ce n'est pas une faveur que de dire on doit marcher. Lorsque nous avons une opinion à formuler, c'est-à-dire nous pouvons marcher, mais il se trouve que le régime de M. Pobia utilise ces lois liberticides pour nous empêcher de jouir d'un droit reconnu par notre constitution. C'est de ça qu'il s'agit. Et le président Kamsouda, son discours à la nation, en d'autres termes, la leçon de démocratie. En d'autres termes, la leçon de démocratie que vous a servi le chef de l'État, pour vous, elle n'avait pas lieu d'être.
Je n'ai pas bien suivi la question. Je dis qu'en d'autres termes, la leçon de démocratie que vous a servi le chef de l'État le 31 décembre, vous estimez qu'elle n'avait pas lieu d'être? Non, c'est même pas une leçon de démocratie. Parce que pour pouvoir faire une leçon de démocratie, il faut qu'on soit même démocrate, qu'on soit même en train d'appliquer la démocratie. Mais ce qu'il y a au Cameroun, c'est tout sauf une démocratie. Tout le monde sait que c'est une dictature, comme le président Kamto l'a souvent dit, reptilienne. C'est-à-dire, de l'extérieur, vous avez l'impression que c'est une démocratie, mais une fois que vous prenez le pas de la porte, vous vous rendez compte que c'est une dictature féroce. Hein? À voir comment est-ce qu'on utilise, n'est-ce pas, les forces de défense et de sécurité pour mater son propre peuple. C'est de cela qu'il s'agit. Merci, monsieur Roger Justin Noah. Je note quand même que vous ne nous avez pas donné avec précision, vous n'avez pas dit avec précision qui étaient les personnes qui vous ont contacté pour vous donner l'appui militaire. Merci Roger Justin Noah d'avoir répondu à... Allez voir le DHN, il vous dira. Ils ont toutes ces informations-là. Nous ne cachons rien. Nous ne sommes pas un parti d'insurrection. Merci Roger Justin Noah d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite de passer une très belle et heureuse année 2021. Merci. Alors, Célestin Djamène, vous avez par le passé justement participé à ces marches. L'accusation insurrectionnelle du chef de l'État, pour vous, elle tient ou pas? Bien, il faut dire que le 26 janvier 2019, j'ai pris part à une marche. Cette marche n'était pas le fruit d'un appel à chasser le président Biya. Il n'y avait pas eu ça, il n'y a pas de vidéo en disant que si vous convoquez le corps électoral pour les régionales, j'appelle les Camerounais à prendre en main le destin et à chasser, à exiger le départ du président Biya. C'est dans des vidéos, c'est connu. Il n'y avait pas ça le 26 janvier 2019. J'ai marché. Il faut savoir que chez nous, il n'y a pas que les juristes qui le savent. Tous les Camerounais savent que l'insurrection est un délit au Cameroun. C'est inscrit dans le code pénal. C'est un délit, c'est-à-dire que quand vous appelez ou que vous incitez ou que vous facilitez les gens à se soulever contre les institutions républicaines, c'est un délit pénal. Il n'y avait pas ça en 2019. Le MRC, l'année dernière... Ce que vous dites, c'est que lorsque vous avez pris part à la marche, il n'y avait aucune... Il n'y avait pas d'appel à l'insurrection. Mais après, même si les chefs d'accusation portaient sur ces éléments-là, il n'y avait pas d'éléments factuels qui permettaient de nous accuser d'appel à l'insurrection. Or, pour le 22 septembre, par exemple, on a eu des discours précédents, notamment du président du MRC, qui disait que si le président s'amusait à convoquer, je crois que tout le monde peut le regarder, à convoquer le corps électoral pour les régionales, eh bien, il appellerait le peuple camerounais à prendre son destin et à exiger le départ, donc à renverser le président de la République. C'est ce qui est dit dans la vidéo. Ça s'appelle l'appel à l'insurrection. Les insurgés ne sont pas poursuivables, condamnables en tant que tels, mais c'est celui qui appelle à l'insurrection. C'est ce que décrit le code pénal. Celui qui convoque, qui facilite, qui incite ses compatriotes à se soulever, ce qui est différent de soulèvement populaire. En d'autres termes, la mesure qui visait à restreindre les mouvements de Maurice Kamto après cet appel à son domicile était justifiée selon vous? Non, je suis en train de dire que d'abord il n'y avait pas de mesure écrite, il n'y avait pas de notification écrite, c'est clair. Mais évidemment, je crois qu'on appelle ça dans le jargon militaire ou policier, comment dirais-je, la répression, la sécurité préventive. C'est-à-dire qu'en fait, on estime que le président du MRC était quand même la tête de proue de ce mouvement. Ils estiment ce mouvement insurrectionnel. En conséquence, ils vont essayer de mettre un siège devant son domicile. Il n'y a pas eu de note écrite l'assignant à résidence. Ce que je veux dire, c'est que il y a ce qu'on appelle l'insurrection, qui est une incrimination pénale. Le peuple détient le pouvoir suprême. Le peuple peut se soulever brutalement. C'était le cas au Burkina Faso, c'était le cas en Iran. Ça, c'est le peuple qui le fait. Mais quand un individu qui est plus dans une vidéo appelle, ou dans un tweet, appelle les gens à se soulever, on appelle ça insurrection. On va y aller et là, ça tombe sur les canons de la loi, c'est évident. On va y aller rapidement. Denis Kobo, on a vu le chef de l'État défendre bec et ongle le modèle démocratique camerounais en 1 minute exactement, avec raison? C'est pas comme ça que nous regardons les choses. En 1 minute exactement. De temps en temps, les Camerounais et les journalistes rentrent dans le contexte démocratique. De temps en temps, ils décident encore de sortir du contexte démocratique. Donc si nous sommes dans le contexte démocratique,
il y a eu une élection fondamentale en 2018 et un candidat a gagné. Je veux souhaiter la victoire d'un autre, M. Biya, qui a gagné l'élection en 2018. Il devient le président de la République du Cameroun. Je vous ai dit qu'il y a eu 3,5 millions d'électeurs pour 25 millions de Camerounais. Quand on parle du président de la République, on ne parle plus du président de la République en rapport avec en fait, ma question ne se limitait pas uniquement en 2018. Non, j'ai compris. J'ai dit que quand le président de la République est élu, donc, il n'a plus rien à voir avec cette minorité d'électeurs pour prendre les rênes d'un pays qui a 25 millions d'habitants. C'est un autre rôle. Alors, celui qui est élu, donc, a reçu... pour tous les Camerounais. Bien sûr, de tous les Camerounais. Il reçoit donc mandat. Que vous ayez voté ou pas, lorsque la majorité des électeurs lui donne mandat, ce mandat-là tient pour l'ensemble des populations. Et c'est lui donc qui fixe le cap. C'est lui qui décide, n'est-ce pas, de la conduite des affaires de la nation. Oui. Il peut, en tant que citoyen ayant reçu un mandat du peuple, vous dire, voici l'appréciation que je porte du travail qui a été fait. Tout à l'heure, j'ai parlé au début de la confusion qui sera faite entre nos opinions et des faits. Donc le président de la République, quand il dit que s'il estime que c'est bon qu'il y ait même une élection anticipée, les gens vont dire qu'il a fait une élection anticipée, taillé sur mesure, mais sauf qu'on lui a donné mandat. Le modèle démocratique camerounais, il est à saluer. Saluer par qui? Saluer par qui? Par les populations si le modèle démocratique camerounais était à saluer, même les cas pour la politique, chaque jour on est en train de faire la politique. Et il y aura évolution du modèle politique, pas démocratique, du modèle politique. Il y aura évolution en bien ou en mal, en fonction des rapports de force. Edmond Kouyaté, votre minute est écoulée. Edmond Kouyaté, la jeunesse de notre État suffit-elle à justifier et à pardonner les imperfections de notre démocratie telles que le laisse penser Paul Biya? Non, pas toujours. En une minute exactement. Non, pas toujours, peut-être dans une moindre mesure. Je crois que la perfection démocratique est d'abord une question de volonté politique de l'ensemble des acteurs, pas seulement du chef de l'État. Il n'est pas le seul. C'est l'ensemble des acteurs qui devraient faire en sorte que l'ensemble des acteurs politiques. Vous avez par exemple vu que M. Célestin N'Djamène tout à l'heure dansait un peu la formation politique. Ça veut dire qu'il n'est plus en accord. Ça veut dire que c'est l'ensemble des acteurs politiques. Ça veut dire que lui, il estime qu'il a évolué politiquement. Il estime que ceux, par exemple, qui ont refusé d'aller aux élections n'ont pas évolué politiquement. Donc là, ce n'est plus une question du chef de l'État ou du parti qui gouverne. C'est tout simplement des acteurs politiques. Et donc, je pense que l'évolution démocratique dans une nation est davantage le fait des acteurs politiques, tous confondus, et la bravoure, le courage des populations dans leur ensemble. Une question taquine pour vous, André Luther Meka. Que le chef de l'État évoque le MRC dans son discours, ça dénote de quoi selon vous? Du poids politique de cette formation? Non, en fait, très simplement, M. Kanto a failli foutre ce pays en l'air. Je vais vous donner 3 triptyques. Premier triptyque en 3 points, la diaspora. En une minute. Il y a une diaspora insurgée qui veut créer une révolution au Cameroun et qui est prête à prendre le premier venu à financer. Il s'en est toujours désolidarisé. Nous savons de quoi nous parlons. Et il y a les forces étrangères. Il y a eu une réunion secrète avec l'ambassadeur des États-Unis. On a proposé 3 milliards à 3 personnes. 2 se sont désolidarisés. Peut-être que M. Kamto y est resté, puisque tout ce qu'il fait démontre qu'il y est resté. Et il y a certains prisonniers de luxe qui ont effectivement contacté le MRC pour qu'ils prennent le pouvoir et ils ont financé. Donc ce triptyque-là a fait en sorte qu'ils soient dans les taux de pouvoir prendre le pouvoir. Et comme le peuple n'a pas suivi, il voulait passer par la stratégie des armes. C'est la raison pour laquelle Paul Biya le mentionne dans le discours sans le citer nommément. C'est la raison pour laquelle il a fait les bulletins de vote rouge. La couleur rouge et les t-shirts rouges, parce qu'il savait qu'il va faire la révolution. Célestin N'Djamène, aucun mot sur l'accident de Dikin Miki. Beaucoup l'ont reproché au chef de l'État. Vous pensez que c'était nécessaire, après le message de condoléances adressé au gouverneur du centre? Oui, dès lors que l'état de nos routes continuera à poser problème, je pense qu'il est important, pas seulement vu au nombre de morts, par rapport à ce goulot d'étranglement qui crée chaque année des dizaines de morts dans notre pays. Il était important, c'est mon avis, qu'il
adresse au moins un message de condoléances aux familles éplorées. Bon, cela dit, peut-être qu'il y avait des priorités, le discours a duré 20 minutes, vous l'avez dit, le temps peut-être de parler de la pandémie qui fait aussi des victimes, même si au Cameroun, le nombre est un peu moins élevé, mais c'est important de rappeler qu'il y a quand même dans ce pays les urgences, les priorités, mais aussi l'adresse mémorielle qu'on peut faire, n'est-ce pas, à ceux qui ont disparu. Bon, évidemment, ça c'est le discours sur l'État, je ne vais pas l'écrire à sa place. Ce qui est fait est fait. J'en profite d'ailleurs pour annoncer au nom de mon futur mouvement toutes mes condoléances à cette famille endeuillée. Un mot pour résumer l'année 2020, Denis Kobo. Un seul mot pour résumer l'année 2020. C'était une année morose. Morose. Un mot pour résumer l'année 2020. Une année catastrophique dans le monde, Un mais mot pour résumer l'année 2020. avec beaucoup d'espoir. Une année sombre. Un mot pour résumer l'année 2020. Il y a mieux. Il y a mieux. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Elle est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30, demain lundi lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Heureuse année 2021.